Madame, Monsieur, bonsoir. C'était un 26 septembre 2014. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le pylône, haut de 200 mètres de l'Orbesso à Douala, est tombé. Il est tombé ce jour-là, tuant au passage 4 personnes qui avaient pour responsabilité d'assurer la maintenance de cet amas de fer. Et puis, passé la phase des obsèques, un peu plus de 3 ans après, les épouses de ces derniers sont sans repère aujourd'hui. Elles cherchent à qui? Elles cherchent ceux qui s'endossaient pour peut-être comprendre les vraies raisons même de toutes les promesses qui avaient été faites ce jour-là, qui n'ont pas été respectées jusqu'à ce jour. Regard social jette justement un regard sur la vie de ces veuves qui ne cessent de couler les larmes de la souffrance, les larmes de se voir abandonnées par l'entreprise qui employait leurs époux, aujourd'hui disparus. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. C'est une autre édition de Regard social. Elles sont sur ce plateau toutes affalées, toutes fatiguées, parce qu'elles ont passé des semaines, des jours, voire des mois, sans peut-être manger comme vous et moi, sans peut-être avoir quelque chose à faire aussi. Elles sont là, elles ont les larmes aux yeux. Bonsoir, veuve Massok, Pauline. Bonsoir. Comment vous vous sentez? Par la grâce de Dieu, ça peut aller. Ça peut aller. Vous êtes venu sur ce plateau seul avec votre dernier enfant? Oui, je suis venu avec mon dernier enfant et le frère de mon défunt mari qui m'accompagne. Alors, en face de vous, il y a Madame Veuve et Paul Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez comment? Plus ou moins, ça va un peu. Vous êtes une veuve aujourd'hui, depuis environ 3 ans. Comment vous vivez? Très mal. Très mal, abandonnée. Seule avec mes enfants. J'essaie de tenir le coup pour eux. Pour ces enfants. D'accord. Alors, Madame Veuve Njon Lydie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre époux était la deuxième personnalité de la société? Eh oui, il était la deuxième personnalité. Tenez bon, voilà. Ça ira. Il était la deuxième personnalité de la société. Après le blanc, c'était lui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas là où je suis. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où je suis. Avec les enfants, je ne suis plus reconnue à la société comme la femme, la veuve d'un cadre de cette société. Je ne connais plus. D'accord. Madame Veuve Bouma Christine, bonsoir. Bonsoir. Vous également, vous êtes veuve. Votre mari vous a laissé 3 enfants. Oui. Et comment vous vivez avec ces enfants? On se bat par la grâce de Dieu. Mais c'est dur. Pour joindre les deux bouts. C'est vraiment dur. Dieu, c'est-à-dire quoi? Je me bats, je vends les yaourts. Quand je finis de vendre les yaourts, je fais le petit marché. Donc je paye le riz pour aller sauter, pour que les enfants puissent manger. Et dernièrement, au mois de janvier, ma première fille était malade. Par les petites économies que j'avais à la maison, j'ai tout dépensé à l'hôpital. Ce qui veut dire que je suis actuellement à la maison. Je ne vends plus, puisque le capital est fini. Alors, Sophie, vous dites que la petite maison, en tout cas, telle que vous avez énoncée, laissée par votre mari, du moins avant sa mort, a été détruite également, parce que le coin occupé par vous était un coin, on va dire, l'espace de l'État, peut-être. Et là, vous êtes aujourd'hui sans maison. Sans maison. Vous dormez chez les amis, chez les frères, chez les sœurs, avec vos enfants. Chez les tantes. Chez les tantes. Comment vous faites? Dites-nous.
Avant le décès de mon mari, en mars 2014, le 26 mars, on nous a détruits. 6 mois après, il est décédé. 2 semaines dans la mort, les bandits sont entrés à la maison, ils ont volé même le matelas sur lequel je dormais. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue avec mes enfants. N'ayant pas où aller, je suis allée chez mes parents, qui eux aussi en avaient cassé. Ils louent un studio. Je suis allée cohabiter là-bas avec eux. Papa se débrouille à frapper les papins dans les petites tâches pour essayer de nous aider. C'est comme ça que j'aide aussi maman à braiser le poisson. Chaque soir, le jour que je peux, je braise. Le jour que je ne peux pas, elle s'en charge. C'est comme ça qu'on essaie de survivre. Alors, Pauline, vous avez également 3 enfants. Les enfants laissés, enfin, que vous avez laissé votre époux. Oui. Juste après sa mort, il est parti. Juste après sa mort, il m'a laissé un bébé d'abord de 3 mois. Par la grâce de Dieu, elle va bien, elle est là. Et ce sont les voisins qui ont eu pitié de moi, ils ont cotisé 3 000 pour que commence à faire, même à vendre le folie. Et j'ai bien commencé, mais c'est là où il y a les bénis, c'est là où il y a tout. Actuellement, je ne fais rien. Je suis là, je regarde le ciel, je me dépasse. Je suis même arrivée à un niveau où il voulait me suicider. J'étais même trop malade. Pourquoi? Je n'étais pas habituée à cette vie-là. Mon mari était tout pour moi. Je n'ai jamais travaillé. Je partais, travaillais. Et moi, j'avais pour devoir de garder les enfants. C'est ce qu'il disait. Il disait qu'il travaillait pour moi et les enfants. Il gagnait suffisamment de l'argent pour élever ses enfants. Parce que s'il part, il sort, parce qu'il part en mission. S'il sort, il voyage, ses enfants seront les délinquants. Donc, il m'a exigé, en tant qu'époux, de rester à la maison. Il va subvenir à mes besoins. Je me suis retrouvée en plein carrefour. Et c'était lui le pilier de la famille. Donc, c'était lui, comme on dit souvent, son propre iso de la famille. Et il est mort. Je me suis retrouvée seule. Pas abandonnée parce que sa famille avait les moyens et ils n'ont pas voulu m'aider, mais parce qu'eux-mêmes sont dépassés. C'est difficile. Il est sorti un matin, comme Non. tout le monde qui va au travail. Non, il n'est non, plus non. jamais revenu. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le blanc, quand il a trouvé la mission de l'Obusso, les effets, choses étranges, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre ma tête. Mon mari partait en mission à Edea. Il quittait chaque jour. S'il avait une semaine à passer à Edea, je l'accompagnais à Total Logbaba. Il avait toujours une voiture avec un chauffeur pour prendre le chemin d'Edea. Mais chose étrange, la mission de l'Obusso, on les a loués les chambres fantômes, excusez-moi le terme, parce que il est sorti le lundi, la semaine qu'il est mort, pour rentrer le vendredi qu'il est décédé. Le vendredi là, il m'a appelé au téléphone à 8 h parce que mon enfant ne prenait pas le lait maternel, prenait le lait artificiel. Et je l'avais appelé que le lait était fini. Donc il m'a appelé je l'avais appelé le GG à la veille. Il m'a appelé à 8 h, je me rappelle de l'heure. Il devait être là le soir pour me donner l'argent pour acheter le lait à son enfant. Et c'est le vendredi, c'était le dernier appel. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Jamais. Alors, Sophie, je voudrais dire, Lydie, vous êtes, je voudrais dire, la doyenne de toutes ces femmes. Vous êtes curieusement retrouvée comme ça parce que vos maris travaillaient pour une même entreprise et tous sont morts le même jour et à la même occasion. Ses enfants même étaient ses enfants. Parce que celle-ci, son mari était formé dans l'atelier de mon mari.
dans l'atelier de mon mari, où c'est moi qui donnais à manger à midi. Il n'était pas encore marié, il était apprenti là chez mon mari. Donc quand il a eu le travail, il a pris ses enfants, y compris l'autre. L'autre, c'est la veuve à son beau, donc ma coépouse, la deuxième femme, son petit frère. C'est sa fille, c'est sa femme ici. Donc il était avec ses enfants, même si c'est lui qui a formé tous ses enfants. L'autre était formé à la société Cartel Cameroun, formé par mon mari, Jean-François. Donc c'est ça, ce qui fait que partout où il partait, il était toujours avec ses enfants, il sollicitait travailler avec ses enfants. Donc il est parti, comme mon enfant dit, on ne comprend pas. C'est les gens qui quittaient de la maison pour aller au travail. On n'a pas compris où on les a logés à l'Obessou, à l'hôtel quelque part là-bas. C'est de là-bas qu'ils quittaient pour aller au travail. Moi, je ne l'ai plus vu. Il est passé à la maison un jeudi. Il est mort vendredi. Le dernier jour qu'il est venu, c'était jeudi, il est venu flash. Comme ils étaient logés là-bas, alors il est passé juste voir la maison, les enfants, il est reparti, il n'est plus vu. Le vendredi 26, j'étais moi assise, j'entends des appels. Qu'est-ce qu'on entend? Cartel Cameroun ne m'a pas appelé que mon mari est mort. Cartel Cameroun ne m'a pas appelé. J'ai entendu ça comme ça. Où les gens m'appelaient, qu'est-ce qu'on entend? Je dis, il y a quoi? Ça fait de 16 heures. Je dis, il y a quoi? On dit, papa François est mort. Je dis, pardon, laissez-moi ça. Il vous raconte des choses comme ça. Il dit, mais j'ai fait grandir un enfant qui était formé aussi en même temps que le mari de celui-ci. C'est sa femme qui m'appelle. Il m'a dit, une femme m'appelle aujourd'hui, me dit que papa est mort sur l'antenne. La société ne m'a pas appelé. Elle reste. Après, une de mes petites belles-sœurs appelle. Qu'est-ce qu'on entend? Que papa François est mort. Donc j'entendais ça comme ça. Des bouches des autres. Mais la société, moi, en tant que la femme de ce cadre qui travaillait à la société, la deuxième personnalité de la société, on ne m'a pas appelé. Et moi, on ne m'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comment vous étiez informé? Vous avez eu la confirmation comment? J'ai eu la confirmation, j'ai appelé une de mes fils, donc celle qui m'a appelé que on l'a dit que le père est mort. J'ai appelé son mari. Je lui ai dit, toi tu es là-bas en route. Tu as appris quoi là-bas? Il me dit comme quoi? Il dit, mais ta femme m'appelle que votre père est mort. Il me dit, ah, lui n'a pas suivi un truc comme ça. Comme j'ai eu les appels comme ça, c'est là où je lui dis, non, va à l'Obessou. Essaye un peu d'aller à l'Obessou. Parce que jusque-là, j'ai les appels passés par là, mais la société même ne m'a pas encore appelé, donc je ne suis pas suivi. Alors, c'est aux environs de 16 heures, vous dites? Oui. Vous étiez informé? Moi, j'étais informé aux environs de 16 heures. J'étais là à la maison. C'est un de vos fils qui vous a tenu informé? Oui. J'étais toujours là, j'attendais que lui m'appelle, parce que je lui ai dit, va à l'Obessou voir ce qui se passe. C'est là où un de mes fils, un autre, rentrait, lui aussi était dehors. Il vient, je lui pose la question, mais toi tu sors de là-bas dehors, qu'est-ce que tu as appris? C'est là qu'il me dit, papa est mort. C'était comme ça. Et quelle était votre réaction? Vous connaissez. Vous connaissez. Je suis sorti. Je ne sais plus ce qui était derrière moi. Parce que je suis monté même sur la moto. Je ne sais même, je n'avais même pas 5 francs entre mes mains. Je suis monté sur la moto. Je ne sais qui était derrière moi. Arrivé à l'Obessou où il avait payé pour je ne connais pas ce qui s'est passé après. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Obessou, la société. Mais avant d'arriver au niveau de 14, c'est là où je vois la voiture du gouverneur devant. Donc lui, il était déjà au courant. Mais moi, je ne suis pas au courant. Ok, nous allons parler de l'arrivée du gouverneur dans un instant. Alors, Sophie, vous également, c'était le même scénario ou simplement c'était autre chose? Vous l'avez vu ce jour-là, avant, ou il vous a appelé? Bien sûr, la nuit du jeudi, parce que comme ma soeur a dit tout à l'heure, ils avaient les chambres là-bas à l'Obessou. Alors le mien, lui, il avait dit qu'il ne dormait pas là-bas.
Ils ont fait presque 3 semaines, 2 semaines, il a passé là-bas. La dernière semaine, il a dit qu'il ne partait pas là-bas. Je dis, mais toi, tu ne vas pas comment quand tout le monde est là-bas? Il me dit, Sophie, j'ai dit, je ne pars pas là-bas. J'ai dit, ok, comme tu décides. Le jeudi, dans la nuit, il m'appelle. J'étais même déjà couchée. C'est mon téléphone qui sonne. C'est une femme qui m'appelle. Elle me dit, ton mari veut te voir ici. Il y avait une station Total, puisque nous étions en commande chez sa maman. Une station là, viens. Je dis non, je ne viens pas, je suis là fatiguée. Je suis avec la dernière, parce que la dernière était tellement souffrante. Elle a un problème, quand elle a même une grippe, elle a baisse de sang. Elle était tellement souffrante. Je lui dis, rentre à la maison, l'enfant est malade. Il me dit, non, viens d'abord, j'ai quelque chose à te dire. C'est comme ça que je sors, je pars. Le lendemain matin, à 5 heures, quelque chose d'étrange. Il ne me va jamais réveiller d'aller l'accompagner se doucher. Jamais. Il me réveille, il me dit, tu vas m'accompagner, je vais me laver. Je dis, mais depuis quand? Il me dit, non, lève-toi. C'est comme ça que je me lève, je pars l'accompagner. Tu as les jetons, oui. Il me dit, comme tu vois là, je vais rentrer vers 17 heures, je vais revenir ici. Mais j'ai envie de manger du riz avec la sauce d'arachide. Pardon, tu peux faire ça? Je dis, ok. À 15h30, il m'appelle. Il me dit, si je ne viens pas à la maison, tu vas porter ma nourriture à l'Obisson. Je vais t'indiquer où nous sommes en train de travailler. Je dis, ok. C'est comme ça que à 16h, 16h30, un ami m'appelle. Il me dit, Sophie, c'est comment? Je dis, ça va. Tu es à la maison? Je dis, oui. Ton mari est où? Je dis, mon mari est en mission. Où? Je dis, mais pourquoi tu me poses pareille question? Il me dit, non, réponds, pardon. Je dis, mon mari est à l'Obisson. Il me dit, je ne vais pas te cacher. Il y a eu un accident sur un pylône à l'Obisson. Mais il y a eu les blessés graves. Il dit, ah, il raccroche. Il me dit, non, il m'a d'abord dit, rappelle, essaye d'appeler ton mari. S'il prend, tu me fais signe. S'il ne prend pas, tu m'appelles. Il dit, d'accord. J'ai essayé d'appeler, il n'a pas pris. J'ai essayé d'appeler ma soeur, il n'a pas pris. J'ai appelé Mbouma, il n'a pas pris. C'est comme ça que je prends le téléphone. J'essaie d'appeler l'un de ses collègues qui n'était plus à Cartel. Il me dit, on vient de m'appeler que c'est grave. Il y a eu un accident, il y a eu les morts. Je suis restée tranquille. Ne dis encore à personne. Je dis, ok. Entre-temps, j'ai commencé à paniquer. C'est comme ça que j'appelle mon papa. Je dis à mon papa, on dit qu'il y a un accident. Essaye d'aller regarder. Mon père me dit, ah, laisse d'abord. Entre-temps, lui, il était déjà au courant du décès. Donc, il me dit, calme-toi, il n'y a rien. Toujours dans la panique, j'appelle ma belle-sœur. Je lui dis, on vient de m'appeler qu'il y a un accident. Apparemment, ton frère est dans l'accident. Elle me dit, non, attends. J'appelle mon grand frère. C'est comme ça que mon grand frère qui travaillait quelque part là au feu rouge, je lui dis, comme toi tu es quelque part là, cours, tu vas à Cartel. Regardez, on dit que mon mari a fait l'accident. Il me dit, ok. Il va. C'est lui qui appelle mon fils, mon premier fils qui est là. Il dit à mon premier fils, dépêche-toi de venir directement à l'hôpital général avec ta maman. Mon fils ne me dit rien, il me dit, maman, viens seulement, on part. Quelque temps après, je vois mon fils avec un sac au dos. Il me dit, maman, viens vite, on part. Je dis, ok. C'est comme ça que j'appelle ma belle-mère. Ma belle-mère dans la voiture. C'est à l'hôpital général que j'ai suivi les cris de mon grand frère. Donc il criait à haute voix, et pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? En pleurant. C'est comme ça que je me suis évanouie. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à la garnison militaire. Donc de l'hôpital général pour la garnison militaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, et vous avez quand même préparé sa sauce d'arachide avec du riz? Bien sûr. Et je l'avais bien fait même. Et puis, mais n'a jamais mangé. Toute la mamite s'est gâtée. N'a jamais mangé. Même les enfants n'ont pas mangé. Personne n'avait mangé. Alors, vous parlez de la société Cartel. C'est l'entreprise qui employait vos époux. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? Et qu'est-ce que la société a fait? En tout cas, on sait qu'il y a eu des cérémonies, des obsèques. Vous êtes allé au niveau de la région. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Dans la région, le gouverneur nous a promis d'aller d'abord enterrer. Au retour, il devait s'en charger lui-même, de nous aider pour suivre les dossiers de la caisse et tout et tout. La caisse et l'assurance. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes allés enterrer les époux.
Nous n'avons plus de Et fiches. juste après les enterrements, on a demandé 2 à 3 fois 3 les audiences audiences. pour qu'ils nous 3. reçoivent. On n'a pas été reçus jusqu'à présent. Au niveau de la région. Oui, Et au niveau de la société qui employait vos époux. au niveau de la société, On n'a plus droit à on n'a entrer. plus droit On n'a plus accès, accès à même au portail. On n'a Quand plus nous accès sommes- depuis ce temps. Quand nous étions, Même moi, quand nous étions rentrés je n'ai plus accès depuis. de l'enterrement, parce qu'il fallait les papiers pour la CNPS. Et c'est la société qui détenait ces papiers. Donc il fallait on arrive à la société pour qu'ils nous donnent les papiers pour aller déposer. Arrivé là-bas, on ne nous a pas laissé entrer à la guérite même. On a changé d'abord, les vigiles qui nous connaissaient. On a trouvé d'autres vigiles qu'on ne connaissait pas. Et on nous a refusé totalement l'entrée, l'accès. Mais la société vous a quand même accompagné aux obsèques Jamais. au village? Jamais. Ils ont déposé les corps, ils sont Même rentrés. moi, que mon mari était deuxième personnalité, je n'ai jamais vu le blanc même lui-même chez moi. Ils ont envoyé les ouvriers. Ni me suivre au deuil. Ils Jamais. ont envoyé les ouvriers. Ils ont Chez envoyé. moi, même l'ouvrier n'ont pas envoyé. Ils ont, en tout cas, Personne. chez moi, ils ont envoyé les. Parce que j'ai vu les collègues de mon mari là-bas envoyés par la société Cartel. Chez moi également, ils étaient. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous êtes veuve, vous ne faites rien et vous vivez avec vos enfants. La société ne demande pas comment est-ce que vous vivez. Elle ne vous a rien reversé comme argent. Rien. On avait eu Seulement les- 500 000 pour l'enterrement. Vraiment. On n'a plus jamais eu quelque chose qui sort de la société. Nos maris avaient les arriérés de salaire de 2 ans. Mon mari avait 2 ans d'arriérés de salaire. Ils Dans la bagarre. ils ont reconnu 10 mois. Oui, sur 2 ans. Même ce qu'ils ont reconnu jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais fini de payer. Pour nous, ils ont fini pour le Fallait, reste. fallait passer par un avocat pour qu'il nous aide, pour qu'on paie le peu qu'on a déjà donné. Le reste, c'est encore là-bas jusqu'aujourd'hui. On va à 3 ans. L'homme a 2 ans d'arriéré de salaire. Il est mort, on va à 3 ans. Les arriérés ne sont jamais payés. Ils sont morts d'abord le 26 septembre, que le mois finit dans 4 jours. On n'a pas eu le salaire de ce mois. Au mois de septembre, là, on n'a pas eu ce salaire. Pas de nouvelles jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui. Ok. Alors, lorsqu'on parle du 26 septembre 2014, ça vous dit quelque chose? C'est une date que vous n'allez pas facilement oublier ou que vous l'avez déjà oubliée? Oublié. Je ne peux jamais l'oublier. Puisque Jamais. ce jour, moi, j'attendais mon feu mari. Le matin, lui, il n'est pas resté à l'hôtel. Il m'a dit que moi, je ne peux pas dormir à l'hôtel puisque j'habite 14. Donc, chaque matin, il partait. Il partait au travail. Chaque matin, il partait au travail. On lui avait remis la clé de l'hôtel. Il est mort avec ça dans sa poche. Il m'a dit qu'il ne remet pas la clé de l'hôtel. Le matin, quand il partait le vendredi, il me dit, non, dans la nuit, le jeudi, il me dit, on a déjà fixé 2 pièces, donc il nous manque 3. Ils disaient, ils appelaient ça, c'est membrane. On a déjà fixé 2 pièces, il nous manque 2 3. membranes. C'est ce que Mais mon je ne mari suis pas m'avait- sûre que demain matin, m'avait dit je vais travailler. Je lui dis que, mais si tu es fatigué, tu restes à la maison. Quand il se réveille le matin, il me dit, Christine, je m'en vais au travail. On avait 6 000 francs. Il est parti avec 5 000, il m'a laissé 1 000 francs. Vers 16 heures, puisque moi je n'avais pas de téléphone, vers 16 heures, j'appelle tous les enfants. Venez, Mado, venez. Papa va rentrer dans bientôt, il faut que vous appreniez. À ma grande surprise, à 16h30, 17h moins, je vois ma épouse qui arrive. Elle arrive en courant, puisqu'elle habite aussi là à Trèves. Alors, elle venait vous annoncer la... Oui, la nouvelle, puisque moi je n'étais au courant de rien. Elle arrive, elle dit à toutes les voisines. Elle dit à toutes les voisines, pour qu'elles puissent même entrer dans la maison, c'était pas facile. Elle entre, elle me trouve au salon avec les enfants. Christine, elle s'est mise à pleurer. Christine, Christine, nous sommes finis, nous sommes finis. Vous avez rassemblé les enfants? Oui, Les on enfants était... n'ont plus jamais j'étais revu au- leur père. Plus jamais. Quand il était au Togo, j'ai accouché derrière lui, un fils.
qui ne va jamais connaître son père. Il est laissé à 1 an, 6 mois, jusqu'à aujourd'hui. Il voit seulement la photo. Voilà. Alors, je voudrais vous faire revivre un peu ces moments-là dans un reportage qui a été réalisé à cette époque, juste quelques minutes après la chute de ce pylône de 200 mètres de haut. Et comme vous le savez, un pylône qui a tué à son passage carrément 4 personnes. Et ce sont les époux de ces dames qui sont sur ce plateau. Donc je vous invite à revivre un peu ce reportage et juste après, nous allons davantage poursuivre. Voici ce qui reste de l'antenne de 200 mètres du centre de diffusion CRTV du quartier Logbesso à Douala 5e. L'infrastructure, construite en 1982, vient d'engloutir 4 vies humaines au moment où elle traverse sa 32e année d'existence. Alain Boumdjek, François Ndjo, Hubert Repo et Roland Massok, tous employés de la compagnie africaine de réalisation en télécommunications, Cartel en abrégé, sont passés de vie à trépas ce 26 septembre 2014. Ces techniciens étaient engagés ici dans le cadre des travaux entrepris pour la réparation de ce gigantesque ouvrage. Subitement, l'antenne s'écroule alors que les 4 techniciens de la société Cartel y sont perchés à l'œuvre, au sommet. Évidemment, c'est le pire qui se produit. Tous périssent sur le coup. Les 4 dépouilles restées dans les décombres sont extraites par les éléments des sapeurs-pompiers intervenus pour la circonstance, sous les yeux des autorités de la région du littoral, dont le gouverneur Joseph Betty Assomo. Une enquête est alors ouverte pour déterminer les causes du drame. Pourquoi vous pleurez? C'est plus fort que vous, Pauline. Lydie? C'est aujourd'hui que j'ai ces images. Je n'avais jamais vu parce que j'avais demandé à mes enfants d'enlever la télé. Quand je suis rentré de l'Obesso, quand j'ai mis le corps à la morgue, c'est aujourd'hui que je vois ces images. J'avais dit je n'ai pas besoin de voir. Je pleure parce que j'avais bien vérifié le corps. J'avais vu tout le corps. Mon mari, la façon qu'il était mort, la façon qu'il a vu son corps. Le mari de cette fille était méconnaissable. On l'a reconnu ici comme il était venu quand ils sont arrivés. Parce qu'elle était la seule courageuse. Parce qu'elle ne croyait pas. Ils sont arrivés et trouvé les 4 corps. Mon mari, s'il y avait la possibilité de vomir ses intestins, de la façon que sa bouche était ouverte. Et mon mari était un homme fort dur. La façon qu'elle a vu le corps. J'ai été traumatisée. J'ai essayé de cacher l'image là dans ma tête. Ça m'a rendu malade. Vous avez l'impression qu'ils ont voulu se défendre, mais ils n'ont pas pu? Ils n'ont pas pu. Sophie? Donc ils ont vu leur mort. Oui. Ils ont vu leur mort. Parce que moi, mon mari n'était pas sur le plan. Il n'était pas en haut. Comme lui, il était le père. Il était en bas, selon ce qu'on nous explique, ce qui était là. Il n'était pas en haut. Il était en bas. Les enfants travaillaient en haut, lui, il était en bas. Bon, à la fin de la journée que le travail veut finir, comme d'habitude, il voulait s'assurer que le travail est bien fait. Il demande à celui qui était en bas, il lui dit, descends, je viens voir. Celui-là est descendu. On dit, lui, il est monté. Quand il est monté, il n'a pas fait 10 minutes. Et c'est mon mari qui était au sommet.
au sommet. C'est lui qui était là-bas au sommet. Alors, un peu plus de, je voudrais dire environ 3 ans après, vous dites n'avoir rien perçu de la société qui employait vos époux. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Comment vous vivez? Quand je parle de ton côté, moi je vis des champs. Je suis au village. Je ne suis pas venu avec mes enfants parce qu'ils sont au village. Je suis quitté du village avant parce qu'il y a une qui est ici. C'est elle que je venais regarder. Bon, c'est là où vous nous avez appelé. Une chance. Parce que sinon, on devait m'appeler étant au village. Donc mes enfants sont au village. Parce que je n'ai pas... je n'étais plus habitué à cette vie. Maintenant, subitement, mon mari est mort. Il n'y a rien qui l'a laissé. La société ne me connaît plus. D'abord, la semaine qu'il est mort, mon mari était véhiculé. Parce qu'il était actionnaire à la société. La semaine qu'il est mort, je me suis dit, il avait la pick-up qu'il utilisait. Je me suis dit, ils vont me laisser la voiture pour les obsèques. Si le deuil est fini, là, ils peuvent m'appeler et ils prennent leur voiture. Même semaine, ils nous ont pris la voiture comment? Ils nous ont appelés là-bas, comme on s'est rencontrés pour le deuil. À la sortie de la réunion, je trouve 2 policiers et l'huissier. Je dois remettre les clés de la voiture. Même semaine. Même semaine, j'ai trouvé les policiers. Ils ont pris les clés entre mes mains. Je suis resté comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Nous voulons de l'aide. Pourquoi? Parce que à la CNPS, on a constaté qu'ils ne reversaient pas de l'argent. Ils coupaient l'argent aux ouvriers, mais ils ne reversaient pas. On a fait tous les papiers de la CNPS, on n'a rien. Il faut qu'ils reversent l'argent. 1. 2. Moi, mon mari était actionnaire. Il a oublié. Je ne sais pas, moi je vous pose la question. Quand on est actionnaire dans une société, quand on meurt, ça s'arrête là ou ça se passe comment, je ne sais pas. Parce que depuis on va à 3 ans, je ne suis plus connue comme la femme d'un actionnaire de la société. Moi j'ai essayé de suivre, je ne m'occupe pas la parole, j'ai essayé de suivre, d'aller à la CNPS parce que je suis abandonnée à moi-même. Et c'est le seul recours que je peux, qui est facile pour moi, c'est la CNPS. J'ai fait les tours à la CNPS sans suite. Là où on me fait comprendre depuis 2013 que Cartel Cameroun n'a pas versé de l'argent. Donc ils avaient les aérés. Et j'ai même eu à faire une requête à la direction générale à Yaoundé. Sans suite. Sans suite. Alors, maintenant que la situation reste la même, la société ne s'occupe pas de vous, vous dites que la société doit nous aider. Vous aider. Ils doivent nous aider. Et vous souhaitez? Moi, pas seulement la société, les hommes de bonne volonté, puisque où je suis particulièrement, mes enfants ne vont pas à l'école, je n'ai pas d'abri. Je vais attendre la société. Je veux aussi demander, quand un homme meurt au Cameroun, est-ce que c'est obligé que la veuve doit aussi mourir avec les orphelins? Parce que je sais que Dieu a dit que l'homme travaillera et mangera à la sueur de son front. Nous ne réclamons que le Dieu de nos maris. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Et qu'ils essayent que le gouvernement, ils essayent de faire quelque chose. Qu'ils essayent de faire quelque chose. Il y a aussi une chose. Ils étaient assurés? On ne sait pas. Nous ne savons pas. Quand on partait à déposer les corps à la garnison, les gens de la société, ses collègues disaient qu'ils avaient une assurance. Ou c'est AXA. On parlait de AXA, qu'ils étaient assurés. C'est ce que, parce que ses collègues même étaient dans la voiture quand on partait déposer les corps. Donc, et depuis qu'ils sont morts là, ou c'est AXA ou c'est quoi, ou disparu. Alors, vous n'avez pas de nouvelles et que la société ne vous écoute pas, ça veut dire que vous n'avez pas de preuves de toute façon de ce que les collègues de vos maris disaient. Il y a un document que je détiens, qu'on a eu à récupérer au parquet, qui prouve de l'assurance là-dedans, mais comme je n'ai pas fréquenté, je ne connais pas les détails, où
je ne sais pas si c'était les ouvriers qui étaient assurés ou bien les fers. Ou les fers. Ou les fers, ou les clous, je ne sais pas. Voilà ça là-bas. Très bien. Alors, vous souhaitez que l'entreprise vous soutienne dans vos différentes difficultés que vous avez. C'est ce que nous voulons. Même comme dans les coulisses, on entend que le monsieur est en train de vendre la société. D'accord. Alors, mais je rappelle ici que l'équipe de regard social s'est rendue à la société. On n'a pas été reçu parce que les vigiles ont souhaité qu'un certain Jean-Paul de cette société-là, Cartel, nous reçoive. Il s'est éliminé parce qu'il a dit que on n'était pas la bienvenue dans cette entreprise. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a engagé des démarches pour avoir la version même de cette société. Donc, nous allons démontrer comment est-ce que vous vivez au quotidien votre vie depuis pratiquement 3 ans, bientôt 3 ans aujourd'hui que vos maris sont partis, sont décédés. L'équipe de reportage de Regard Social s'est rendue dans vos différents endroits où vous vivez au quotidien et ce que vous faites carrément parce que vous n'avez pas de travail, vous ne faites rien, vous vous battez au quotidien pour nourrir vos enfants. Donc je vous invite à suivre le reportage qui a été donc réalisé avec le concours de Samuel Toufa, l'infatigable comme on le sait, et également toute l'équipe pour accompagner notamment cette autre édition. Ces 4 femmes au visage triste qui arpentent les ruelles du 3e arrondissement de la ville de Douala sont liées par un même destin, le veuvage. Plus tard, ces femmes sont désemparées. En fait, elles sont aujourd'hui sans repère. Madame Veuve Christine avoue qu'elle est désormais seule au monde depuis la mort de son époux. Je vends des yaourts, mais il n'y a pas grand-chose. Quand je vends, je fais une petite quête là-bas au marché. Si je ne cotise pas, je prépare, mais il n'y a pas grand-chose. Si la belle famille ne vient pas en aide, le mari à ma grande sœur ne vient pas en aide, je ne peux pas m'en sortir. Et quand l'enfant est tombé dernièrement malade, tout le capital est parti. Donc je suis actuellement à la maison. Elle a de la peine à se nourrir, encore moins nourrir ses 3 enfants que lui a laissé son époux. Les temps sont durs, vraiment durs pour elle. Elle se débrouille. Le matin, il faut l'argent des beignets, il faut préparer. Donc c'est grave, ça pèse sur moi. Parfois, je reste à la maison, quand je n'ai même pas un 25. Je regarde seulement sa photo, je demande à Dieu pourquoi il nous a fait cela. Christine ne parvient pas à joindre les 2 bouts. L'entreprise qui employait son défunt mari n'est plus au courant d'elle. Nos maris sont morts en travaillant, donc que la société nous vienne en aide. Nos enfants souffrent. Le matin, l'enfant se réveille, te demande l'argent des beignets, tu n'as pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Et les maladies aussi, ça ne nous laisse pas.
Parce que quand je reste à la maison avec tous ces problèmes, je pense à mon feu mari. C'est lui qui faisait tout. Prenez soin de tout. Maintenant, toute la charge est sur moi. Donc, je suis vraiment fatiguée. Je ne sais plus là où je peux aller puiser de l'aide. Dame veuve et pour Sophie tire le diable par la queue depuis la mort de son mari. Le 26 mars 2014, on nous a cassé. La première maison qu'on a construite, on nous a cassé. 6 mois après, il est décédé. Nous sommes donc rentrés en Comondo chez sa maman. Étant là-bas en Comondo, quand il est décédé, les bandits sont entrés à la maison, on m'a volé même le matelas sur lequel je dormais. Donc je me suis retrouvée dans la rue comme ça avec mes enfants. Et je suis rentrée, étant délaissée toute seule, je suis rentrée chez mes parents qu'on avait aussi cassé. Ils louent un studio où je me retrouve maintenant en train de dormir, même le sol, avec mes enfants. Depuis ce temps-là, même pour payer la scolarité de mes enfants, c'est tellement difficile que cette année, les enfants n'ont même pas pu aller à l'école. Je me défends comme ça avec maman, je l'aide à braiser le poisson pour que les enfants survivent. Depuis je suis malade, ça fait 2 ans et demi que j'ai cassé mes verres. Mes verres se sont égarés. J'ai les problèmes de nerfs. Je ne parviens pas parfois à tourner le cou. Et quand je réfléchis un peu comme ça, ça me fait comme si ça va lâcher. Donc je suis comme ça dans la rue avec mes enfants. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien à faire, je ne fais rien. Je suis là, je me bats comme ça avec mes enfants. À chaque moment, je pleure, à chaque moment, parce que je ne sais pas à quel moment je suis normalement heureux. Je pleure à chaque moment. Surtout quand un enfant tombe malade, parce que j'ai ma dernière fille qui est très maladive. À chaque fois qu'elle a un petit palu ou une grippe, elle a baisse de sang. Mon mari est mort sur le pylône de l'antenne de l'Obessou. Il travaillait à la société Cartel Cameroun, compagnie africaine de réalisation en télécommunication. Elle est obligée de caracoler pour survivre. Sophie, comme d'autres veuves de la même situation, avoue que le seul argent perçu au lendemain du décès de son époux était celui des obsèques offerts par les pouvoirs publics. Et depuis lors, plus rien. En dehors des frais des obsèques et des aérés de salaire que même la société n'a pas tout reconnu, parce qu'ils n'ont pas tout reconnu ces aérés de salaire qu'ils ont donnés. Je n'ai plus jamais rien perçu de personne jusqu'ici. Il m'a laissé avec 4 enfants et ses petits frères, dont toute une grande famille dans laquelle mes enfants ne partent même pas à l'école maintenant. Je me retrouve toute seule, abandonnée à moi-même, sans l'aide de personne. C'est tout ça qui me fait pleurer à tout moment quand je pense à mon mari. Puis encore, quand je me retrouve dans la rue avec les enfants, la maison la petite maison qu'on avait essayé de construire, on l'a cassée. 6 mois après, il meurt. Je me retrouve seule, même le matelas sur lequel je dormais, on a volé. Je me retrouve en train de dormir, même le sol avec les enfants. Pour veuve Njoli dit, elle ne devrait pas souffrir, étant donné que son défunt époux était non seulement directeur technique de la société, mais également actionnaire. Deuxième personnalité dans la société. Mais depuis qu'il est mort, la société ne me connaît plus. C'est comme si on ne l'avait jamais vu là-bas. Pourquoi? Parce que je n'ai même plus droit à entrer dans la société. Mais c'est lui, après le blanc, c'était lui. Je vous dis même que c'est lui le fondateur de la société. Il m'a laissé avec 5 enfants à l'école, où la dernière était à l'université. Depuis qu'il est mort, personne ne fréquente. Tout est arrêté là. Parce que je n'ai plus les moyens. Tant que la société ne me reconnaît plus, on n'est plus au courant de moi. Je n'ai plus accès à la société. Donc je vis mal. Pourquoi? Même le courant qui était payé par la société et l'eau, la société ils ont retiré toutes les choses là-bas sans rien me dire. Lydie vit grâce aux produits champêtres qu'elle cultive désormais.
C'est sa nouvelle vie. Je suis du côté de la Socapalme de Mbongo. C'est là-bas que je fais mes champs, je fais le manioc et je récolte pour vendre. La première année qu'il est même mort, je n'avais pas moyen parce que je n'étais pas bien dans ma tête. L'année que je suis entré dans les champs, donc je vis des champs pour faire vivre mes enfants. Parce que la société n'a même plus reconnu qu'il était actionnaire. Quand je pense à tout ça, je pense le départ de mon mari dans la société. Et aujourd'hui, sa famille est abandonnée à elle-même. Où la société ne prend plus part alors que c'est lui qui était le fondateur de cette société. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Je vis des champs. Le blanc ne connaît plus où Njo était son bras droit. Où Njo était vraiment son ami. Ils n'ont plus de temps. Ils ne me regardent même pas. Où les enfants vont à l'école ou ne vont pas à l'école, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, où on vit même. Parce que je n'ai même plus droit d'entrer dans la société. Quand je parle le début de mon mari dans cette société, je pense la façon qu'il est mort en plein service à la société Cartel Cameroun, où il était en déplacement, c'était un déplacement. Mais ils ne reconnaissent plus, parce que même au deuil, ils n'étaient pas. Donc je suis abandonné à moi-même. Je vis des champs. Mes enfants sont comme ça, ils se battent comme ça, ils se débrouillent comme ça. Son époux, qui était l'homme à tout faire dans cette famille, a transformé sa vie. Mon mari, je vis très mal. Je suis abandonnée à moi-même, avec mes enfants. Puis ça, c'est que il y a même un moment, j'ai failli même me suicider. Parce que mon mari était tout pour moi. Je n'ai jamais travaillé. C'est lui qui travaillait et j'ai gardé les enfants à la maison. Et en mourant, il m'a laissé une charge. Et parmi les enfants, j'avais un bébé de 3 mois. Et par la grâce de Dieu, elle est là. Et quand la rentrée scolaire est arrivée, comme ça est arrivé, c'est là alors que ma part est venue. La famille n'a pas les moyens. La famille de mon mari, c'est lui qui était le pilier de la famille. Donc je suis là, seulement je regarde au ciel. J'ai vu au jour le jour. J'ai même essayé, mes voisins ont même essayé de cotiser même, pour me chercher même 3 000, pour commencer à faire même le foléré. J'ai commencé, mais je suis même tombée parce que c'est là où il y a les billets, c'est là où même le foléré, même ça ne passe pas actuellement, il ne fait rien. Je suis désespérée. Je sais même plus. Je n'étais pas habituée à cette vie. Je n'étais pas habituée. Il me demande, maman Angèle, c'est comment? On te donne une bière, vraiment ça me choque trop. Et elle aussi, elle est battante. Parce que depuis que son mari est mort, vraiment elle monte, elle descend, elle se débrouille, ça nous plaît beaucoup. Il s'est coiffé chez moi, il me dépannait, il était un papa très gentil. Il était très gentil parce que ses enfants, il envoyait que chez moi se faire coiffer. Et il accueillait tout le monde. Et j'accueillais tout le monde. Tout s'est passé bien. Bon, sa mort m'a surpris parce qu'un jour seulement, il entend qu'il est mort. Le jour, je le coiffe, le lendemain, il entend qu'il est mort. Donc je ne savais pas comment faire. Moi, j'étais dépassé en tant que grand client. Bon, si un grand client comme ça, là, il était quand même quelqu'un qui était brave. Les démarches engagées par cette femme auprès de l'entreprise et pour prétendre un lendemain meilleur n'ont rien produit. On n'a même pas accès à la société. Dès qu'on a enterré, je suis même partie même à la société. On m'a reçu à la guérite. On a même changé les vigiles qui étaient là-bas. On a mis parce que les vigiles qui étaient là-bas me connaissaient.
On a changé les gardiens. On a mis les autres. Donc on m'a reçu là à la guérite dehors. J'ai fait demi-tour. Je suis même partie parce que quand je n'ai pas fréquenté, mais quand je voyais ces bulletins de paie, je voyais ces corps qu'on coupait. Donc j'ai eu un seul instant que même la CNPS, je pouvais me tourner vers la CNPS. Peut-être là-bas quelque chose pouvait venir. C'est parti à la CNPS, même là-bas, rien. Jusqu'à l'heure actuelle, rien. On ne sait même pas d'abord quelle assurance nous tourner. C'est ça le problème. Parce que la seule assurance que je peux connaître, que je vois dans son bulletin, c'est la CNPS. Dans ma tête, je sais que c'est ça qui existe. Mais le reste, assurance, je ne sais pas. La société a fermé toutes les portes. Ils ne veulent rien nous dire. Rien. Rien nous dire. Nous ne sommes au courant de rien. Pauline se souvient néanmoins de la seule fois qu'elle a vu les autorités. C'était à l'occasion des obsèques de son défunt mari. En dehors de l'argent des obsèques qu'on nous a donné à la région à Bounancho pour organiser les obsèques, plus rien. C'est même le seul contact qu'on a eu même avec les gens de la société. C'était le dernier contact le jour-là. Plus rien. Depuis là, rien. Dieu nourrit les oiseaux, les voisins. Quand les voisins préparent, on me donne aussi. Et parfois, par moment, quand ma belle-mère vient, parce qu'elle est au village, elle fait les efforts, comme elle était dernièrement, quand elle vient, elle se démerde, elle vient avec un peu de manioc, elle vient donner à ses petits-enfants quand elle rentre. Sinon, ça ne va pas. Toutes ces femmes sont devenues veuves au lendemain du décès de leurs époux, tués par un pylône tombé au lieu du Logbessou à Douala, alors qu'ils s'occupaient de l'entretien de cet amas de fer. Toutes les démarches engagées auprès de la société Cartel Cameroun par l'équipe de reportage de Regard Social ont été vouées à l'échec. Un certain Jean-Paul, contacté par le vigile de la société pour recevoir l'équipe de Regard Social, s'est débiné. Vous l'avez compris, c'est une enquête, une grosse enquête en tout cas, qui a duré 2 ans pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui, qu'on a pu avoir au cours de cette édition. Et une enquête réalisée avec le concours de Samuel Tchoufa, qui est le chef opérateur même de ce programme. Sur ce plateau, les experts, pour notamment analyser tout ce qui a été dit sur ce par des invités, par des témoignages que vous avez également écoutés, vous qui êtes à la maison, qui suivez d'ailleurs ce programme. Sur ce plateau, dont je disais, il y a Dr Ngandif Nacharl, il est sociologue et enseignant d'université. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à toutes ces dames qui ont été liées par un destin funeste, un jour de septembre. Et vous me permettrez en cette occasion d'avoir une pensée particulière pour ceux-là qui nous ont quittés. Que la miséricorde divine puisse au moins les accueillir auprès de lui en dépit des souffrances que ces femmes endurent depuis bientôt 3 ans. Alors voilà des femmes qui ne cessent de couler les larmes depuis qu'elles ont perdu leurs époux. Est-ce qu'elles devraient? Je crois que c'est des leçons que nous devrons tirer. Le constat de la difficulté, de la fragilité du tissu social, de la prévoyance sociale et également du laxisme ou alors du non-encadrement administratif de nos sociétés. Parce qu'il est impensable que 4 vies humaines en mondiovision, parce que ce pylône, je crois, il faut le dire, comportait également les antennes d'une célèbre radio RFI. Et que 3 ans après, que ces dames ne puissent pas accéder au lieu de leur mari, eux qui sont morts sur le champ, comme on pourrait le dire pour les militaires qui sont tombés sous le coup. Je crois que c'est les leçons d'une inhumanité, d'un sadisme et d'un cynisme, je crois, qui s'est dit au superlatif et qui est inconcevable. Et vous comprenez la lourdeur dans le ton quand on doit aborder ce genre de sujet. L'homme est vraiment cruel et indifférent. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Djudje Annie et Viviane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes assureur. Oui. Vous avez également écouté ces femmes. Oui. Elles manquent d'assurance aussi?
Maintenant, elles sont juste en train d'éprouver leur peine. Et vraiment, c'est lamentable. Je leur dis d'abord condoléances et beaucoup de courage. Parce que les veuves de ces cadres et de ces employés qui ont œuvré pour le bien-être d'une société qu'elles se retrouvent aujourd'hui comme ça, sans aucune attention de la part de la société qui a employé longtemps leur mari et dont les maris ont donné beaucoup, c'est vraiment aberrant. Merci également de répondre à notre invitation. Maître Tchegue Louis Bernard, bonsoir. Bonsoir Flavien, et c'est l'occasion pour moi de dire bonsoir au milliers de téléspectateurs qui ont accepté ce soir une fois de plus de partager ce fait étrange de société, encore un fait nouveau, sur lequel nous allons ce soir apporter notre modeste contribution tant au regard des faits et du droit, et en passant que l'âme de ces braves Camerounais tombés sur le front du travail repose en paix. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et consultant de regard social, l'un des consultants en tout cas. Lorsque vous écoutez ces femmes, elles manquent quelque chose sur le plan du droit pour être heureuses? Il s'agit là d'emblée de jeu d'une nébuleuse qui hante la société camerounaise. Vous avez compris avec quel détail elles ont apporté les précisions sur l'engagement de leur mari dans cette entreprise. Une entreprise qui n'est pas l'une des moindres entreprises puisqu'elle effectuait un travail au compte de l'État du Cameroun qui est la CRTV. Ce pylône appartenait à la CRTV. Donc s'il faut rentrer dans le processus d'attribution de ce marché, c'était un marché fait sur appel d'offres. Et dans la procédure d'attribution de marché fait sur appel d'offres, il y a un certain minimum de choses exigées pour une activité à haut risque telle que la construction d'un pylône de 200 mètres de hauteur. Au-delà des cautions, la première des garanties, Madame l'assureur reviendra là-dessus, c'est la souscription d'une police d'assurance pour le chantier. Et c'est la même chose que pour le grand ouvrage qu'on est en train de réaliser sur le pont du Voury. Il y a une police d'assurance que les sociétés partenaires qui sont mis en consortium pour la réalisation de ce pont ont souscrit pour sécuriser tout le monde. Et c'est pourquoi vous constatez que la première des choses, lorsque vous approchez ce chantier, on vous demande équipez-vous des équipements de protection perte individuelle, les EPI. C'est une condition. Et c'est monsieur l'assureur qui exige. Il dit que lorsque je m'engage à souscrire une police d'assurance pour un marché à haut risque, les conditions premières de sécurité dans le chantier pour éviter l'accident doivent être respectées de manière rigoureuse. Et si dans le cas d'une activité aussi méticuleuse et à haut risque, telle que la réhabilitation de ce pylône vieux de 30 ans, on arrive aujourd'hui à des veuves qui sont aux abois, il y a anguille sous roche quelque part. Nous aurons l'occasion d'épiloguer tout au long de cette soirée pour vérifier le fond encore. Malheureusement, les gens de Cadel ne sont pas sur ce plateau pour nous dire, le cartel, pour nous dire effectivement quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont bénéficié ce marché. Mais il s'agit d'un marché d'une entreprise publique, donc il s'agit de conditions générales d'attribution de marché. Alors, on l'a révélé déjà, nous sommes rendus donc à cette entreprise, on n'a pas été, l'équipe de reportage de Regard Social n'a pas été reçue parce que le vigile nous a confié, en tout cas, un monsieur que l'on appellerait ou qu'on l'on appelle Jean-Paul, qui serait également employé dans cette société, mais qui a refusé de nous recevoir. Alors, Madame Ndjidje, vous êtes assureur. Oui. Pour une entreprise comme celle-là, quel est le type d'assurance qu'il faut pour protéger ceux qui travaillent si on s'en tient un peu à leur tâche, c'est-à-dire grimper les pylônes de 200, un peu plus, peut-être, de mètres, c'est un travail difficile aussi. Oui, moi je crois que la moindre des choses pour une entreprise qui exerce ce genre d'activité, c'est de souscrire à une police individuelle accident corporel. Ça, c'est vrai que ça ne revêt pas un caractère obligatoire, parce qu'en principe, c'est les responsabilités civiles qui sont obligatoires. Mais ça revêt un caractère facultatif. Mais de l'autre côté, nous avons une autre assurance qui revêt une obligation qui est obligée, quoi. La CNPS, dans lequel il y a les accidents de travail qui sont couverts par la CNPS. Ça revêt un caractère obligatoire.
Alors, dans leur langage tout à l'heure, ils ont exprimé leur désarroi de constater que la société ne reversait pas ses cotisations à la CNPS. C'est pas normal. Parce que si la CNPS refuse de reverser les cotisations qui sont même prélevées, si la société refuse de reverser les cotisations qui sont prélevées régulièrement sur les salaires des employés, ça veut dire qu'en ce temps-là, la société devient son propre assureur. Ça veut dire en fait qu'en cas de sinistre pareil, c'est lui qui a la responsabilité d'indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes. Et jusqu'ici, ce n'est pas le cas, parce que la société ne les reconnaît même plus, selon ce qu'elles disent. Oui, ben, ce qu'ils vont faire, je crois que Maître va revenir là-dessus peut-être tout à l'heure, c'est de chercher, comme ils ont entrepris plusieurs démarches qui n'ont jamais abouti. Moi, je crois que ce qu'ils vont faire, c'est d'engager les poursuites. Déjà, il faut avoir un jugement d'hérédité, à ce que je sache, qui vous donne qualité de poursuivre. Parce que si vous n'avez pas ce document, les actes de naissance, les actes de mariage ne vous serviront à rien. Il vous faut absolument le jugement d'hérédité. C'est ça qui vous donne qualité de poursuivre. Et dès que vous avez ce document, vous allez les poursuivre la société. Et la société doit répondre. Alors, nous allons davantage revenir sur les propositions de solutions tout à l'heure, mais Dr Ngadifna, voilà des femmes qui sont moralement affectées. Elles ont des enfants, elles n'étaient pas habituées à cette vie, bientôt 3 ans aujourd'hui, elles vivent une nouvelle vie alors qu'elles étaient bien gardées d'ailleurs par leurs époux, si l'on s'en tient à leur façon de relater leur style de vie avant le décès. Je crois que c'est des dames qu'on doit féliciter d'abord au titre de leur morale, parce que du jour au lendemain se retrouver veuve et aller au creux de la vague sociale, arriver à ne pas satisfaire les besoins d'ordre basique, c'est-à-dire envoyer les enfants à l'école, c'est-à-dire que les enfants allaient à l'école, on n'arrive pas à subvenir aux charges éducatives. On n'arrive pas au niveau alimentaire à avoir la petite pitance journalière, devenir mendiante ou quémander de la nourriture. Je crois que ces femmes méritent des encouragements de par leur courage d'affronter la vie avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'espoir. Et vivement que le dispositif peut-être judiciaire soit déclenché, déjà au premier titre d'abord de ce que Madame l'assureur disait, d'avoir un jugement d'hérédité qui permet de déclencher le processus qui peut les amener à traîner en justice cette société. Mais déjà, je reviens sur quelque chose quand même de fondamental, à savoir que chacun de nous devrait comprendre que rien ne vaut la vie. Et que sur un fait aussi flagrant, des hommes qui meurent en pleine activité et que ça traîne une indifférence d'un directeur d'entreprise. Ou alors un fait avéré de quelqu'un qui est actionnaire. On ne peut pas, là je le dis sous le contrôle de maître, vous êtes actionnaire, le fait que vous soyez décédé n'entame en rien la quote-part que vous avez dans la société, placée dans la société. C'est peut-être la vie humaine qui est peut-être partie, mais ça appelle quand même, au titre de la sociologie de la famille, une responsabilité parentale. Là, je m'adresse peut-être à nous autres hommes qui sont encore là. Il y a un partage minimal d'informations avec la ou les conjointes que nous avons. Parce que figurez-vous dans le cas d'espèce, les dames étaient éclairées sur peut-être les quotités, la quote-part peut-être du directeur technique, ou alors la cotisation engagée au niveau de la CNPS. Ça devrait éclairer les femmes. Vous avez suivi tout à l'heure lors du débat. Certes, les précisions sont exactes, mais aucune n'a pu vous dire que mon mari, à un moment, m'a peut-être dit, bon, étant actionnaire dans cette société, en cas de décès, j'ai prévu peut-être que c'est mon fils ou ma fille aînée, ou alors c'est mon épouse qui répond, puisque ce sont des options qu'on donne. De la même manière, quand vous ouvrez un compte d'épargne, vous avez peut-être un titulaire, mais vous avez quelqu'un qui peut, en cas de décès, un suppléant. Donc, je crois qu'il y a quand même un partage aussi minimal que nous devons avoir avec nos épouses, parce que dans tous les cas, le destin ne nous revient pas. Vous pouvez sortir le matin comme ils sont sortis. Je crois que le témoignage le plus pathétique est
c'est lui qui voit ses enfants le matin. Elle retrouve ses enfants à 16 h pour dire que bon, papa va venir, il faut qu'il vous trouve en train d'étudier. Or, elle était en train de faire une dernière communion pour les enfants pour attendre une nouvelle finesse. Donc, il y a un certain nombre d'informations que nous devons partager, puisque pour la prévoyance sociale de la progéniture. Alors, ça voudrait dire que, c'est vrai, avant leur décès, ils n'avaient pas prévu qu'il pourrait y avoir un de ces cas qui permettrait également peut-être à leur lendemain... Non, la lecture, la narration, les narrations qui ont été faites de part et d'autre témoignent quand même que c'est des employés qui n'étaient pas à leur premier mois, qui n'étaient pas à leur première année, qui n'étaient pas à leur premier quinquennat, qui n'étaient pas à leur premier septennat ou à leur premier décanat. C'est des employés qui cumulaient, je crois, qu'une longévité au sein de l'entreprise, si je n'en tiens qu'au cas au moins du directeur technique. Bon, vous ne pouvez pas participer à la fondation d'une entreprise, devenir actionnaire, je crois que ça prend quand même un certain nombre d'années. Alors que ce soit au niveau des épargnes personnelles ou alors des responsabilités engagées, on doit quand même pouvoir le partager, soit avec sa conjointe, soit avec un des enfants qui peut, parce que c'est des activités à risque, la hauteur du pylône, elle est hallucinante, c'est 200 mètres. Je crois qu'à partir de 15 mètres, ne fût-ce que le vertige, vous n'êtes pas sûr. Et c'est des activités, comme Madame la Sœur le disait, c'est des activités à haut risque. Très bien. De plus, un pylône qui justifiait d'une trentaine d'années sans maintenance, je crois que ça doit appeler quand même beaucoup de réflexion. Et ça doit appeler, de mon point de vue aussi, parce que la CRTV a une partie, en fait, c'est un appel d'offres. Quand vous constituez l'appel d'offres, vous êtes en mesure de mettre des clauses, c'est-à-dire que la société contractante doit souscrire une police d'assurance. Donc vous pouvez librement, puisque c'est un marché que vous ouvrez, donc il devait quand même s'assurer minimalement que l'entreprise doit satisfaire quelques engagements d'ordre qui relèvent de la prévoyance et de la sécurité sociale. Ça également, ils doivent... Alors peut-être, en lançant l'appel d'offres, on ne s'est pas rendu compte que la société pourrait, d'une hauteur comme celle-là, pourrait fonctionner sans police d'assurance. Alors la dame disait tout à l'heure que son mari était actionnaire, je m'en tiens à ce qu'elle dit, et que c'était la deuxième personnalité même de la société. Aujourd'hui, qu'elle n'ait plus la possibilité d'arriver, d'accéder, c'est quand même un problème sur le plan du droit aussi. Effectivement, c'est un problème flavien, mais je dirais qu'il s'agit là une fois de plus un problème de déficit d'un système de sécurité sociale. Dans des pays organisés, il ne revient pas aux veuves désemparées, abandonnées à elles-mêmes de mener tout ce genre de processus qui aboutit à une indemnisation. Les entreprises en charge d'emploi des employés ont cette obligation ipso facto dès que l'incident se produit. Et c'est l'unique moyen par lequel ils peuvent apporter du réconfort à ces familles. Mais comme dans nos entreprises, on a la maladie de tricher. Vous constatez, nous sommes en 2014 où on passe un appel d'offres pour la réfection d'un pylône. Et elles vous disent que c'est depuis 2013 qu'ils cumulaient 2 années d'arrêt de salaire. Ce qui veut dire depuis 2011, ils ne sont plus déclarés à la CNPS. Je parle de la conséquence logique de la narration des faits. Et que font nos valeureux inspecteurs de CNPS qui descendent dans les sociétés en permanence? Que font-ils? Ils vont là pour le plaisir de contempler les employeurs? Voilà un cas de société qui interpelle chacun. La CNPS, pendant 2 ans, n'est-elle pas descendue dans cette entreprise? Vous posez la question, pourquoi n'y a-t-il plus de paiement des cotisations de vos employés? Avez-vous mis les employés en congé technique ou ont-ils démissionné? Mais voilà un appel d'offres. On prend des Camerounais qui sont dépourvus de la sécurité sociale parce qu'il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise de vive voix, tel qu'ils ont narré les faits. Au moment de leur décès, ils n'étaient plus couverts par la CNPS. Donc tout ce qu'il y a comme diligence à faire à la CNPS, c'est pour reverser le capital qu'ils ont eu à cotiser jusqu'à la dernière date où l'employeur a versé les cotisations. Maintenant, pour la période non cotisée, il s'agira d'un autre problème qui engagera la responsabilité personnelle de l'entreprise. Elle est tenue de restituer ce qu'elle a prélevé sur les bulletins de paye et ne pas reverser à la CNPS. Alors, et même sur ce point, il revenait encore à l'autorité que nous appelons la CNPS de mener ce combat. De mener ce combat. Les veuves vont décrier, quelques semaines après le décès, ils n'ont plus accès à l'entreprise. Alors que c'est l'entreprise qui devait tenir la main et dire que nous sommes au-devant de toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans le processus d'indemnisation, parce que nous sommes corrects, nous payons les droits directement à la CNPS, nous avions une police d'assurance pour
ce chantier, voilà la démarche à suivre. Est-ce que selon vous, le fait de ne pas pouvoir respecter toutes ces directives peut amener l'entreprise à ne pas trop s'intéresser à ces veuves? La question qui se pose, Flavien, ce n'est pas s'intéresser aux veuves, c'est les indemniser. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut s'intéresser aux veuves, on a l'obligation de pouvoir les indemniser. Ils ne commandent rien, c'est ce qui leur revient de plein droit. Parce que leur mari était en activité dans cette entreprise et ils étaient des employés honnêtes et fiables. La preuve qu'ils sont morts, les armes à la main, au front, comme on a l'habitude de le dire. Donc, dans le raisonnement élémentaire, c'est cette entreprise qui aurait dû mener toutes ces démarches au niveau de la CNPS et auprès des assureurs, conformément à la police d'assurance qu'ils ont souscrit pour ce marché, pour que les veuves rentrent dans les droits prévus par la législation en cas de survenance d'un tel sinistre. Et ce qui est encore très grave, il y a eu mort d'homme. 4 personnes. Une enquête a été ouverte. Les autorités administratives sont descendues. Qu'ont-ils fait après? Qu'ont-ils fait après? Ce n'est pas un fait anodin. J'espère bien que M. le procureur, près le parquet de Ndokoti, puisque son ressort territorial avait ouvert une enquête par rapport à cela, pour vérifier et, si possible, traduire les responsables de l'entreprise par devant les juridictions pour qu'ils viennent répondre des négligences, parce qu'il s'agit là de la négligence. Cette entreprise n'a pas pris les mesures sécuritaires normales pour l'effectuer, pour l'exécution de ce marché. Parce qu'on veut toujours tricher, on fait dans la dentelle. Le jour qu'on réussit, c'est bien, on croit qu'on réussira tous les jours. Ça ne peut pas marcher. Et, Madame Vijay, vous êtes assureur. En pareille circonstance, on devrait quand même comprendre que si la société n'arrive pas toujours, jusqu'ici en tout cas, peut-être 3 ans, un peu plus de environ 3 ans après le sinistre, ne pas s'intéresser aux familles, c'est dire qu'elles doutent de quelque chose. Oui, c'est ce qu'on peut constater. Hein. Parce qu'une entreprise qui est régulièrement assurée ne devrait pas se fermer les portes aux ayants droit des victimes. Ils devraient même participer à leur peine, quoi. Et vraiment, il y a beaucoup de doutes. On a déjà dit, comme Maître l'a dit tout à l'heure, si la société a accusé les arrivées de salaire, si elle a arrêté de payer les salaires depuis 2013, ça veut dire sans salaire, il n'y a pas de cotisation. Donc déjà du côté CNPS, il n'y avait pas de cotisation là-bas, donc pas d'assurance accident de travail, ni invalidité, décès. Il faut oublier ce côté-là. Voilà, enfin, c'est ce qu'on peut croire, puisqu'on ne peut pas encore savoir, c'est quand ils vont engager une action en justice, que peut-être la société pourra prouver que, en fait, vous vous êtes trompé. Voilà, on payait quand même malgré que les salaires ne passaient pas. Bon, on met ça entre parenthèses. Mais ce que je vais préciser ici, c'est que pour les octrois de marché public, il y a plusieurs types d'assurances. Les assurances qui sont souvent obligatoires sont les tout risques chantiers qui couvrent tout dommage, donc peut-être même après la réalisation de l'œuvre, soit la responsabilité civile chef d'entreprise. Parce que ce même pylône pouvait tomber sur une concession, détruire même tout un quartier. En ce temps-là, la responsabilité de l'assureur devait être engagée. Mais en ce qui concerne leur mari, les victimes, ils travaillaient dans une société, ils devaient bénéficier au moins d'une couverture d'accidents, parce que les accidents pouvaient survenir à tout moment. Ils devaient bénéficier d'une police d'assurance individuelle accident corporel qui devait les couvrir non seulement pendant ce chantier, même pendant les voyages, même à la maison. Donc ça couvre, ça a un large spectre en tout cas. Et en ce temps, les capitaux devaient être prévus au contrat. Ça veut dire en fonction des capitaux que l'assureur, que l'employeur choisit, on lui dit la prime qu'elle doit payer. Et en cas d'accident, on produit juste le contrat d'assurance et l'assureur décaisse exactement le montant prévu au contrat, peut-être moins la franchise. Donc, je crois quand même que la clé de cette affaire, c'est la poursuite, puisque
Ils ne veulent aucun arrangement amiable. S'ils engagent les poursuites, ils vont sortir, la société devrait sortir les cartes pour prouver qu'ils étaient peut-être en règle. Et s'ils ne le prouvent pas, quand tu refuses d'assurer ton personnel, tu te constitues toi-même ton propre assureur. Ça veut dire si tu refuses de transférer le risque à l'assureur, parce que quand on vient voir l'assureur, c'est pour lui transférer le risque. Pour lui dire, bon voilà, je te verse cette prime, en cas de survenance d'un sinistre, tu indemnises mes employés ou bien leurs ayants droit à ma place. Donc si tu refuses de le faire, ça veut dire que tu te constitues ton propre assureur. Donc tout ce qui arrive pendant les accidents de travail qui surviendraient, vous-même, toi-même la société, tu devras indemniser les victimes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas, puisqu'elles n'ont même pas accès à cette société. C'est pour ça que la clé pour être indemnisé, ce n'est qu'une poursuite, puisque c'est l'autorité judiciaire qui pourra trancher cette affaire. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut motiver la société à ne pas s'intéresser à ces familles? Pourtant, leur mari occupait quand même des postes de responsabilité aussi importantes. Je crois qu'il est difficile de pouvoir justifier une attitude d'un employeur qui voit mourir ses employés et qui reste indifférent. Je ne pense pas que ce soit d'un point de vue sociologique ou anthropologique ou juridique. Rien ne peut justifier une telle attitude. Par contre, il y a quand même certaines considérations d'ordre social. Je crois que Maître l'a évoqué tout à l'heure. Nous évoluons dans un contexte purement intéressé, mercantiliste, et où l'affairisme et la fémania prennent le pas sur la norme et la régularité. Alors, donc la tendance assez maladive de pouvoir tricher et avec un certain regard compatissant de la justice, parce qu'il est inadmissible quand même, quelle que soit l'instruction qui a été faite de l'affaire, qu'après 3 ans, on ne puisse pas établir les responsabilités. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui ne tourne pas de toute façon. Et qu'il y ait des inspecteurs dédiés au travail qui, en 2 ans, 3 ans, n'arrivent pas à rappeler à l'employeur que vous n'avez pas reversé les cotisations, il y a quelque chose. Ou alors, si ces inspecteurs sont allés, certainement, il y a eu des retours de commission et que l'employeur a dû s'entendre avec ces inspecteurs qui sont venus au détriment des employés qui, finalement, ont péri. Donc, rien de mon point de vue ne peut justifier une attitude. Parce qu'une société respectueuse même de son image devrait craindre du discrédit que cela devrait jeter. C'est-à-dire que cette situation démobilise les employés actuels. J'espère que cette structure a encore des employés. Justement, puisque vous parlez d'employés, il y a déjà un nouveau directeur technique qui est d'ailleurs en train de suivre cette émission, qui est même attendu, en fait, s'il peut arriver avant la fin de ce programme. En replongeant dans la psychologie de cela, vous pensez que c'est des personnels qui peuvent avoir une motivation ou une saine émulation au travail? Que non, parce que les autres ont payé le plus fort en sacrifiant leur vie. Mais il s'en est suivi une certaine indifférence, un certain délaissement, un certain mépris et à la limite même une certaine humiliation de ces familles. Alors vous pensez que ces esprits rétrogrades, est-ce que c'est fait pour encourager ces employés qui sont encore dans la structure? Ceux-là doivent se dire qu'ils peuvent payer le prix de la mort. Ça appellera peut-être 1 ou 2 jours ou quelques 100 000 ou 200 000 pour les obsèques. Et puis bon, la page est tournée. Et que les issues même sont fermées parce que, en respect au moins de la dignité de la gente féminine, est-ce que c'est possible d'aller dans les offices d'un gouverneur de région, ne fût-ce que par respect de cette dignité de la femme, qu'on remplisse une audience, qu'on ne soit pas entendu? Je crois qu'il y a quand même, ça relève d'un minimum d'éducation de base et d'un respect quand même de la gente féminine, et au moins le respect de la dignité et de la vie humaine. Donc je crois que dans l'un ou dans l'autre cas, il n'y a pas de justification qu'on peut trouver par rapport au comportement affiché ou opposé aux différentes démarches de ces 4 dames qui n'ont eu pour seul drame, c'est d'avoir peut-être des maris qui ont tout donné à une société, mais qui malheureusement les rend comme des damnés de la terre. Maître. S'agissant des actions, comme évoquait la doyenne de nos mamans sinistrées, veuve, c'est trop dit pour moi parce que
ça a remis la presse aux mamans victimes d'un sinistre social. S'agissant des actions, s'il est effectivement établi que dans les documents de votre mari, vous avez des attestations d'action, parce que lorsque vous souscrivez à une action, vous délivrez une attestation pour justifier qu'effectivement, dans le cadre du fonctionnement de cette entreprise, vous êtes titulaire de 10 actions et quelle est la valeur nominative d'une action. Sur la base de ce document, on peut engager une voie de recours vers cette entreprise pour demander quel est le sort réservé aux actions depuis le décès de votre mari. Et les actions sont cessibles automatiquement aux ayants droit. Et pour rajouter de l'eau à l'assureur, pour que vous puissiez répondre au titre d'ayant droit, vous serez obligé de passer automatiquement par un jugement d'hérédité. Si vous êtes régulièrement marié, vous auriez ce qu'on appelle l'usufruit. Vous aurez droit à votre usufruit naturel. Et pour les enfants, ils seront tous co-héritiers de leur feu père. Mais à l'issue du jugement d'hérédité, vous allez désigner une personne qui sera habilitée à représenter le mari dans le cadre des assemblées et de cette entreprise où on sera appelé à partager ce qu'on appelle les dividendes. Donc s'il était actionnaire conformément à la loi, c'est-à-dire qu'il a libéré les actions par devant un notaire ou qu'il a acheté les actions par devant un notaire comme on le dit, dans tous les cas de figure, vos actions ne peuvent pas disparaître, ils sont là, puisqu'ils sont cessibles automatiquement aux ayants droit. Donc pour les actions, s'il était effectivement actionnaire, il n'y a pas de problème. Les actions sont régulières, vous les aurez le moment venu, dès qu'on enclenchera une procédure. Mais s'agissant du volet de la CNPS, comme j'ai vu tout à l'heure, un des décédés avait une médaille d'honneur et de travail. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, il a néanmoins cotisé au moins pendant 10 ans. Il a cotisé au moins 10 ans. Donc lorsqu'on va engager la procédure de recouvrement à la CNPS, on va vous reverser le capital que votre mari a cotisé pendant jusqu'à la dernière date de versement de cotisation par votre mari, pas l'employeur. Mais s'ils avaient déjà cotisé pour 15 ans, vous serez appelé maintenant à toucher les pensions progressivement, les pensions de survivants. Et ça va vous permettre également, en ce qui concerne les enfants, d'avoir les allocations familiales pour les enfants en âge scolaire. Ceux qui ne sont pas en âge scolaire ne seront plus appelés à toucher cette allocation familiale. Donc il s'agit là d'un ensemble de documents que vous devez rassembler pour qu'on essaie de lancer cette procédure. Tout est fait. Jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat. Mon mari a fait 22 ans 22 de ans. service. 22 ans de service. Mais vous avez évoqué quand même qu'ils ont passé 2 ans sans salaire, ça veut dire qu'il y a eu interruption de versement des cotisations. Flavien, pour ne pas vous couper, normalement, après le décès, l'employeur cartel se devait de dresser un état de cotisation des maris, des décédés et de remettre à leur famille pour leur permettre d'avoir un état exact. Mais comme nous vivons dans la filouterie dans ces pays, je suis sûr que même en allant à la CNPS, si elles ont le numéro de contribuable de leur mari, puisque ça apparaît sur les bulletins de paie, en interrogeant la machine, on va vous donner le chiffre exact de ce qui a été cotisé. Si ça ne correspond pas aux 15 ans, on va vous restituer le capital. Mais si ça correspond aux 15 ans requis par la loi, on va monter un dossier pour vous permettre de toucher la pension de survivant, le conjoint survivant et les allocations familiales pour vos enfants. C'est ça la procédure. Alors, et sur le plan de l'assurance, il y a une possibilité également? Oui, il y a une possibilité. Parce que quand j'ai suivi les interventions de ces dames, elles disent qu'elles ont entendu parler d'une certaine assurance, AXA. c'est AXA, ou c'est... Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, dans le fond, quel type d'assurance la compagnie, la société avait souscrite. On ne sait pas. Peut-être c'était une tout risque chantier, peut-être c'était une RC, chef d'entreprise, puisque c'est des documents obligatoires pour l'obtention des marchés publics. Or, je vous ai dit que les assurances individuelles accidents corporels revêtent un caractère facultatif.
Donc c'est quand tu veux la protection de tes employés que tu le fais. Mais ce qui est obligatoire, c'est la CNPS. Donc s'ils n'ont pas cotisé, reversé les cotisations de vos maris, ils devraient vous indemniser comme le prévoit la réglementation. Jusqu'aux enfants, tout le monde. Pour ajouter de l'eau à votre moulin, Madame l'assureur, lorsque vous voulez souscrire à un marché public, il y a un document que la CNPS vous remet. L'attestation pour soumission CNPS. CNPS. Et pour que la CNPS vous remette ce document, il faudrait que vous produisez, que vous êtes à jour de cotisation avec la CNPS. Comment cette entreprise a-t-elle pu avoir ce document pour aller souscrire à ce marché alors qu'elle n'était pas à jour à la CNPS? Ce sont les incongruités que nous vivons dans l'administration et aujourd'hui, personne n'avait jamais vu ce désastre venir. Nous sommes devant un désastre, ce sont les conséquences. Et je parie bien, vous êtes allé à la CNPS, on vous a dit que depuis 2013, on ne paye plus les cotisations. Il s'agit d'un marché de 2014. Comment quelqu'un qui ne paye pas les cotisations peut gagner un marché public? Parce que la CRTV, c'est une société d'État dont les marchés sont assujettis à un respect rigoureux des conditions d'attribution. Si c'était une société, une entreprise privée ou un particulier, on pouvait dire que c'était le self-agreement. Mais pour un marché public, passer par la CRTV pour l'entretien de son pylône, c'est un appel d'offres. Comprenez qu'il y a quelque chose quelque part. On a voulu contourner, mais on a été rattrapé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'entreprise prenne ses responsabilités et supporte le fardeau de sa tricherie. Alors docteur Ngadjivna, voilà que les familles sont touchées, les parents, enfin je voudrais dire les veuves qui sont là, même si Maître n'aime pas beaucoup utiliser cette expression, c'est les familles qui sont abandonnées à elles-mêmes, qui doivent vivre et qui n'ont pas de travail, qui ont des enfants, qui doivent aller à l'école, qui ne vont pas à l'école. Est-ce qu'il y a un moyen pour elles de sortir cette idée qui est noire, en tout cas de leur tête? Je crois que la première solution réside d'abord dans le courage et le moral qu'elles doivent avoir de nature d'acier, parce que rien ne peut remplacer, mais davantage, ça doit appeler une solidarité mécanique de notre part, c'est-à-dire un sentiment de compassion, d'entraide et même de soutien à tous ceux qui nous suivent peut-être, ou même nous autres qui sont sur le plateau, de savoir qu'elles n'ont pas payé un prix particulier pour être dans cette situation-là. Donc le premier élément, c'est d'abord de s'armer de beaucoup de courage et se dire, comme dans une locution artistique, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc elles ne doivent pas perdre l'espoir, qu'elles gardent le moral et que, à côté de nous, que la société puisse reverser son élan de solidarité, son élan d'entraide, son élan de soutien à ces familles qui passent des moments véritablement difficiles, parce que c'est le niveau zéro de l'humiliation que de ne pas pouvoir avoir à manger. Ça, je crois que c'est assez indigne des personnes qui ont été, comme Maître le disait, qui ont été décorées, qui justifient de 22 ans, qui justifient de 15 ans, ainsi de suite et autres. C'est inimaginable dans notre monde. Alors, la situation reste telle qu'elle, parce que si l'on s'en tient aux déclarations de toutes ces femmes qui sont sur ce plateau, ou alors qui sont passées sur ce plateau, pour dire comment elles souffrent, comment est-ce qu'elles n'arrivent même pas à accéder à l'entreprise, ça devient très compliqué pour ces dames qui veulent quand même, qui ont besoin de quelque chose pour notamment survivre. Effectivement, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle la mise en branle du système de sécurité sociale qui, au Cameroun, est certes très bien institutionnalisé à travers le ministère des Affaires sociales. Ça, c'est un cas de société qui interpelle ce ministère en charge de la sécurité sociale et surtout des affaires sociales, parce qu'à côté de ces veuves, nous n'avons pas seulement ces veuves, nous avons des jeunes citoyens abandonnés à eux-mêmes qui n'ont rien fait comme effort pour se retrouver dans cette situation. Le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale se devait de prendre en charge l'éducation de ces enfants en attendant que les différentes procédures qui peuvent arriver à leur indemnisation puissent aboutir. Parce que 9 Camerounais, la première a 3 enfants, il y a 5,
il y a je crois, c'est minimum 12 Camerounais qui sont jetés en pâture dans la rue. Ça fait 12 délinquants et 12 travails difficiles à gérer à la Alors, société toutes ces femmes ont en camerounaise. moyenne 3 enfants, de toute façon. Au moins 3 enfants. Donc, ça fait dans tous les cas 12 Camerounais abandonnés à eux-mêmes et qui deviendront demain des délinquants qui vont mener encore la vie dure à la société. Donc, ce ministère en charge devait minimum, au moins l'éducation, qui devait être la chose la mieux partagée. C'est ce que je pense. Et il ne se fait pas tard. Je voudrais demander aux veuves de bien vouloir se rapprocher des délégations départementales et régionales des affaires sociales, poser leurs problèmes. Je ne pense pas qu'elles seront déçues, parce qu'elles ont l'habitude de dire qu'on ne vient jamais vers elles, qu'elles se rapprochent vers ces institutions pour les premiers secours, en attendant que les voies et moyens des procédures judiciaires qui seront enclenchées puissent aboutir à leur indemnisation conformément à la loi. Alors, nous avons sur ce plateau le directeur technique, le nouveau directeur technique de Cartel. J'ai toujours été directeur technique. Voilà. Donc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, c'est d'avoir regardé tout à l'heure le poste de télé sur la chaîne Equinox, d'avoir un peu zappé, d'avoir reconnu notamment quelques veuves. Donc, je connaissais très bien les maris, entre autres M. Patrice Massoc, mais évidemment M. Njo François, et puis les 2 autres jeunes qui sont tombés aussi lors de ce malheureux accident, on va dire. Mais ce qui m'amène, c'est que je n'ai pas vu la partie adverse s'exprimer, et je suis un peu déçu de ne pas avoir été contacté à aucun moment, parce qu'on connaît ma fonction à Cartel, on connaît mon nom, à aucun moment je n'étais appelé pour essayer de m'entretenir avec qui que ce soit. Alors, je voudrais vous rappeler que nous étions à votre entreprise, à votre société, et on nous a conseillé de rencontrer un certain Jean-Paul. C'est votre vigile qui allait avec nos cartes, présenté à un certain Jean-Paul qui était au premier niveau. Il est revenu, il dit qu'il ne nous reçoit pas. Il n'existe pas quelqu'un au nom de Jean-Paul à la société Cartel, je le dis tout de suite. À part M. Bernard Grange et M. Patrick Descamps, les 2 seuls blancs que nous sommes, nous ne connaissons pas de Jean-Paul à Cartel. Donc je ne sais pas qui a pu trouver ce nom. C'est ce qui m'a un peu soulevé aussi, parce que j'ai vu des choses dans ce reportage qui méritent d'être en contradiction, comme dans un tribunal. Il n'y a pas de jugement si ça n'est pas contradictoire. De la même manière, aujourd'hui, nous avons aussi, je pense, le droit de nous exprimer. D'accord. Alors, vous reconnaissez toutes ces femmes? Bien sûr. Madame Massoc, entre autres, avec qui j'avais de très grands liens. Patrice Massoc était l'un de mes ouvriers très assidus, avec qui je montais sur les pylônes aussi, parce que moi, je suis un homme de terrain. C'est là que je suis un homme de terrain. Et pour en revenir à l'histoire de CRTV, que je connais depuis le début, puisque c'est moi-même aussi qui ai monté l'appel d'offres, hein, il est un peu scandalisé par le fait aussi d'entendre que nous n'étions pas souscrits à une police d'assurance. On ne peut pas, monsieur, avoir un marché d'État, souscrire un marché d'État, si vous n'avez pas une police d'assurance. Entre autres, qui était Assurance AXA, je ne devrais peut-être pas le dire sur le plateau, mais s'il faut s'exprimer clairement aujourd'hui, on va le dire. Vous ne pouvez pas souscrire un marché d'État si une assurance n'est pas souscrite par la compagnie. Et entre autres, les cotisations CNPS, c'est vrai que les derniers temps n'étaient plus payées par Cartel, parce que depuis l'Ogbessou, il va sans dire que vous mettez 20 ans pour faire une réputation d'une entreprise, et vous mettez malheureusement lors d'un accident 5 minutes pour la détruire. Alors, dans ce reportage, plusieurs scènes m'ont un peu dérouté. Je suis surpris malheureusement, avec tout le respect que je dois à ces dames, d'entendre que jusqu'à aujourd'hui rien n'était fait pour elles. Oui, mais elles disent qu'elles sont venues à l'entreprise et n'ont jamais été reçues. Bon, monsieur, c'est une chose. En ce qui concerne les indemnisations, et là je serai très clair, une procédure a été intentée par ces dames, à juste titre d'ailleurs, elles ont le droit d'attaquer avec demande en dommages et intérêts l'employeur pour des raisons qui leur sont propres. Mais où je suis un peu scandalisé aujourd'hui, c'est que moi-même je me suis battu, elles le savent, elles sont là, je m'exprime, je me suis battu pour que M. Grange puisse effectuer un moratoire, puisque nous n'avions plus la trésorerie suffisante à l'époque pour les indemnités par rapport à ce qu'elles réclamaient. Et Maître Nko, leur avocat, je suis allé les voir, j'ai négocié avec Maître Nko, l'avocat de ces dames, et nous avons convenu d'un moratoire pour les indemniser. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 20% d'indemnisation sur la dette qu'elles avaient demandée. Donc je suis surpris de voir les raisons pour lesquelles elles n'ont pas reçu cet argent, à moins que ce soit l'avocat qui ait gardé tout l'argent.
Alors, je voudrais corriger quelque chose tout à l'heure, le temps de vous dire. Je voudrais rappeler que le monsieur qui a été contacté par votre vigile qui devait nous recevoir s'appelle Jean-Jacques Elon, en tout cas. D'accord, voilà. c'est le comptable. Alors, c'est lui qui a refusé de nous recevoir. Ça, c'était une erreur sur la prononciation. C'est le comptable. Sur le prénom, merci. Alors, pourquoi jusqu'ici, elles se plaignent qu'elles n'ont bénéficié de rien? Je suis très surpris puisque moi-même je les ai eu, j'ai eu l'une d'elles au téléphone, j'ai dit ne vous inquiétez pas, j'étais avec Maître Mco lorsque ça s'est passé au téléphone, Monsieur Grange vient de signer un moratoire, vous allez toucher votre indemnité avant la fin de la semaine. Elles ont touché une première indemnité à la fin de cette semaine-là. Je ne me rappelle plus la date. Si j'avais les photocopies des chèques, ce que j'ai dans mes dossiers, je suis prêt à les présenter s'il le faut. Si j'avais les photocopies de ces chèques, je sais que cette première indemnisation tournait, je pense, autour de 8 millions. Hein, c'est peut-être pas grand-chose, me direz-vous, mais je pense que... moi, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai été clair, je me suis battu pour que M. Grange fasse un moratoire et paye sa dette. Il en est aujourd'hui à rester à payer à M. Grange une dernière mensualité du moratoire. Il vient de payer, il y a à peu près 15 jours maintenant, avec une réception d'un marché qu'il avait eu, un paiement de facture qu'il avait eu, il vient de payer la moitié de cette dernière dette. Alors, je suis très étonné. Oui, une question simple. Alors, elles disent avoir bénéficié simplement des arriérés des salaires et qu'elles n'ont jamais été indemnisées. Ce sont les arriérés des salaires de leur mari qu'elles ont perçus. Moi, vous savez, que ce soit arriéré de salaire ou, je ne sais pas, actionnariat, etc., je sais que ces dames ont demandé une certaine somme auprès de leur avocat. Cette somme qui avait été attribuée par décision judiciaire, bien évidemment avec la convention OHADA qui existe aujourd'hui, avait bloqué tous les comptes de Cartel. Et bien évidemment, Cartel ne pouvant plus travailler puisque sans trésorerie, avec la convention OHADA, tous vos comptes bancaires sont bloqués, vous n'avez plus d'activité possible au sein de votre entreprise. Vous ne pouvez même plus partir en mission, vous êtes complètement paralysé. On vous coupe l'herbe sous le pied. Il n'y avait donc pas d'autre moyen, avec les lenteurs judiciaires qu'on connaît, c'est pareil partout, hein, que ce soit dans votre pays ou dans le nôtre, mais il n'y avait pas d'autre moyen que d'intenter une solution à l'amiable, ce que j'ai fait. D'accord. Alors, Maître, vous l'avez écouté, vous avez écouté le directeur technique de Cartel qui dit que la société a assuré que ces dames ont été indemnisées. Pourtant, elles ont dit qu'elles ont simplement perçu les arriérés des salaires de leurs époux. Je suis un peu surpris de la réaction du directeur technique de Cartel, mais la difficulté et la pertinence, lorsqu'il évoque que peut-être que les fonds se retrouveraient chez leur avocat, pose un problème de fond à vérifier. Et la seule question la plus banale que je serais tenté de me poser à moi-même, dans le cadre du règlement des sinistres ou des indemnisations, les chèques sont tirés au nom des victimes. Est-ce que ces victimes ont reçu un chèque à leur propre nom ou ils ont tiré les chèques au nom des avocats? Il s'agit là d'un problème fondamental qu'il faut vérifier. Il faut vérifier parce que si les chèques ont été tirés au nom de ces dames, j'ai la ferme conviction, elles sont dans notre dos, elles peuvent attester sans hésitation aucune qu'elles ont reçu des chèques en leur propre nom. Lorsqu'elles n'ont plus accès à l'entreprise, tel qu'elles nous ont fait dans leur récit tout à l'heure, un problème de fond se pose. Si de manière unilatérale et sans transition, il est établi qu'on est en train de régler, pourquoi leur fermer les portes d'une entreprise alors qu'on estime que sur la base d'un accord, protocole d'accord, on est en train de régler? Il y a un problème, il y a anguille sous roche quelque part. Ce qui voudrait dire, si c'est une indemnisation par l'assureur de Cartel, c'est une possibilité. Mais si c'est une indemnisation par Cartel elle-même, ça pose un autre problème qui nécessairement déclenche de ce que nous évoquions tout à l'heure sur ce plateau. Parce que si Cartel s'était couvert des mesures prévoyant telles que le dit le directeur technique, à savoir la souscription d'une police d'assurance pour ce chantier, où c'était responsabilité chef d'entreprise, où c'est tout risque, ou c'est quel genre de police, nous ne maîtrisons pas le contenu. Je pense que ipso facto et de manière spontanée, les assureurs auraient volé au secours de ces veuves qui ne se seront pas trouvées aujourd'hui dans la rue et dans la détresse avec enfants en débandade et en train de fabriquer ainsi des futurs bandits qui viendront troubler la société camerounaise. Alors, vous avez souscrit à quel type d'assurance pour ces employés?
Je crois savoir qu'il s'agissait d'une assurance multirisque qui couvre les gens dans les travaux qu'ils font, bien évidemment. Et vous savez que ces assurances, les clauses de ces assurances ont été visées par le service contentieux de la CRTV. La CRTV elle-même est assurée lorsque, vis-à-vis de nous, elle a des responsabilités également civiles dans cet accident, puisque vous savez que les torts, l'enquête l'a déterminé, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus ici. On en connaît les conséquences, puisque le pylône était très détérioré depuis 30 ans, l'eau pénétrait à l'intérieur et le pylône était complètement détruit. J'avais donc interdit, moi personnellement, de monter sur ce pylône, je l'avais interdit. Alors, je vous dis tout de suite ce qui s'est passé. Lorsque nous avons souscrit... Alors, si vous interdisez de monter, comment faire pour entretenir un pylône, finalement? Monsieur, je vais vous dire, j'avais préconisé une autre solution, nous en reviendrons après. Dans cet appel d'offres au départ, CRTV nous présentait 3 pylônes nommés Bamanda, Garoua et Mbankolo, pour lesquels l'appel d'offres était souscrit et pour lesquels nous avions fait les surveys. J'étais d'accord que l'on réponde à cet appel d'offres, puisque les pylônes de Mbankolo, Garoua et Bamanda ne présentaient aucun danger mécanique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi-même je monte sur les pylônes, je prends des engagements visuels et mes connaissances techniques me permettent de déterminer si un pylône est exploitable ou pas. C'est-à-dire si on peut encore monter dessus, vu son état. Ça n'était plus le cas pour l'Ogbessou, mais je l'ai su bien après, moi. On m'a dit, ah, on a changé maintenant, il y a l'Ogbessou. J'avais entendu parler de l'Ogbessou et des dangers que représentait ce pylône. J'avais même dit à l'ingénieur qui m'avait aidé dans CRTV, j'ai dit, mais le pylône, là, il ne faut même pas monter dessus. Il faut l'abattre par les haubans. La zone de sécurité sera faite, on va abattre ce pylône, on ne peut même pas monter dessus. Mais les gens sont quand même allés au-dessus. Alors, il parle de l'assurance tout-risque, multirisque en tout cas, qui a été souscrit pour... Qu'est-ce que ça prévoit? Quand vous parlez de multirisque, il s'agit de quel multirisque? Ça n'existe pas. Madame, c'est la première clause dans l'assurance où vos hommes sont couverts. Ils sont couverts en pour quoi? Un Maladie, chute, accident mortel. Il y a un montant. Il y a un capital. Oui. Moi, j'ai par exemple une assurance aujourd'hui où la mort d'un ouvrier peut me permettre de retirer aux assurances 500 millions. C'est précisé dans le contrat. Et tout ça, la CRTV a analysé les clauses de ce contrat. Alors, vous êtes assureur, il a parlé d'une police d'assurance qui a été souscrite en tout cas pour ce travail-là. Je veux savoir qui a souscrit cette police d'assurance, parce qu'il parle tantôt de cartel, tantôt de CRTV. Qui l'a souscrite auprès Cartel est obligé en tant que sous-traitant, oui, et pour répondre à un appel d'offres, je vous l'ai dit et je vous le répète, est obligé de souscrire à une assurance de responsabilité civile. Oui. C'est inévitable. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas avoir l'appel d'offres. Cartel est obligé d'avoir une patente, Cartel est obligé d'avoir les papiers en règle, le certificat de non-redevance au niveau de la fiscalité, etc., etc. Si vous ne possédez pas votre dossier administratif, j'en sais quelque chose. C'est moi qui ai fait cette affaire. Oui, on le sait, monsieur, j'ai bien suivi. On ne peut pas vous attribuer un marché. Donc, ça, si je comprends bien, Cartel a souscrit à une assurance de responsabilité civile chef d'entreprise, tout simplement. Et pas spécifiquement pour CRTV. Tout simplement. Oui. Mais ça ne pouvait pas couvrir son personnel, puisque la responsabilité civile chef d'entreprise ne couvre que le tiers. Et madame, les assureurs sont des professionnels. Oui, Nous avons fait appel à des conseillers comme vous. Donc je pense que ces conseillers comme vous ont fait le nécessaire pour assurer correctement l'entreprise. Non. Vous avez souscrit à une police de responsabilité civile chef d'entreprise parce que c'était une exigence. C'était obligé pour avoir ce marché. Mais pour la sécurité de votre personnel... Nous l'avons toute l'année, madame, notre police. Vous permettez oui, pour la sécurité de votre personnel, vous deviez avoir d'une part la CNPS, vous devez avoir affilié tous à la CNPS, et d'autre part, souscrit au moins à une individuelle accident corporel qui est liée directement à l'employé. C'est-à-dire que chaque employé a son contrat, bien que Cartel soit le souscripteur, parce que c'est Cartel qui paye la prime d'assurance, mais le bénéficiaire, c'est l'employé. C'est son nom qui est inscrit au contrat. Et en cas de sinistre comme celui-ci, on produirait juste le contrat d'assurance et on leur verserait le capital prévu au contrat. C'était tout simplement. Alors, c'est dit que ces femmes n'ont droit à rien. Oui, si on n'a pas pris, puisque la responsabilité civile chef d'entreprise ne les couvre pas. J'ai dit tout à l'heure que ce pylône serait tombé sur un toit quelconque, aurait détruit tout un quartier
l'entreprise d'assurance indemniserait tous ces quartiers. Mais leurs maris étaient des préposés pour l'employeur, pour cartel. Ils ne sont pas couverts au titre de cette police d'assurance. Alors, je voulais dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le récit du directeur technique de cartel qui m'a laissé pantois et inquiet. S'il est établi qu'au moment où on augmente ce pylône dans cet appel d'offres, j'espère que vous déclarez que ce pylône est vraiment à détruire, qu'on ne peut plus essayer de le réhabiliter. Et qui n'est pas possible. Je me pose donc la question, même s'il y avait à souscrire police d'assurance, quel assureur souscrirait à une police d'assurance pour un immeuble dont la certitude du risque est certaine? Il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus d'assurance. Si déjà le directeur technique, à travers ses analyses, atteste que cet immeuble était prêt à être détruit, que ce pylône n'était plus réhabilitable comme nos braves Camerounais sont montés en haut pour essayer l'impossible du Cameroun. Pour essayer l'impossible du Cameroun. Et le directeur technique dit, personnellement, moi j'ai refusé de grimper sur ce pylône. Pourquoi n'avoir pas interdit, excusez-moi, qu'aucun Camerounais ne grimpe sur ce pylône, qu'on l'abatte pour la sécurité? Voilà 4 veuves et 12 orphelins en débandade à cause d'un accident qui avait été déjà détecté par le directeur technique, comme vous voulez le dire. Ça pose vraiment un problème fondamental et on se pose la question de savoir si vous avez effectivement conscience qu'il s'agit des Camerounais qui grimpent sur ce pylône déjà tout pourri après 30 ans. Ça veut dire que la chute de ce pylône était prévisible par le directeur technique que vous étiez. La bonne chose aurait bien voulu dire à la CID, monsieur CRTV, nous ne pouvons pas faire ce pylône. On aurait 4 braves Camerounais vivants avec des enfants qui vont carrément à l'école. Ça avait été dit. Mais vous avez engagé le marché? Non, le marché n'a pas été engagé pour Lok-Bessou. Je vous redis que le marché avait été engagé et décroché pour Bamenda, Garoua et Mbankolo. On n'a jamais parlé de Lok-Bessou. Ce qui s'est passé après, c'est une urgence qui avait été détectée et un accord dont la décision ne m'appartenait pas. Je n'avais pas de pouvoir décisionnaire à cartel pour ça. J'ai simplement dit mon avis technique. Moi, personnellement, je ne monterai pas sur ce pylône. Il est impossible d'accéder à ce pylône dans l'état où il est. C'est tout, c'est une mesure de conscience. Vous n'allez pas à la guerre en sachant qu'il y a un canon devant vous et que vous n'avez qu'un fusil. Il faut avoir aussi un rapport de force en face de vous. C'est très grave. En tout cas, ce n'est pas un procès. De toute façon, on voulait... Vous êtes venu parce que... Monsieur le directeur, pardon, avant que Flavien ne clôture, jusqu'aujourd'hui, votre assureur, qu'a-t-il donc fait pour ces veuves abandonnées à eux-mêmes si effectivement la souscription de ce marché, puisque c'est un marché extra, donc on peut dire, sans hésitation aucune, que ce marché n'était couvert par aucune police d'assurance. Ça, c'est la conclusion, parce que vous dites que c'était un additif à un appel d'offres que vous aviez déjà gagné. Ça veut dire que Lok-Bessou, tout naturellement, n'était pas couvert par une police d'assurance. Et effectivement, Cartel s'est donc transformé son propre assureur. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui Cartel prenne ses responsabilités pour indemniser ses familles. Il y a eu un jugement pour ça. En tout cas, alors, nous allons nous rapprocher de Maître Cour qui sera appelé à nous donner d'amples informations là-dessus. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut nous parler déjà de l'émission, ce qui est de la CNPS? Parce que la CNPS aussi couvre les accidents de travail. Si la police, si c'était en vue, si c'était en règle, quoi, il peut bien nous expliquer. S'il baissait régulièrement les cotisations. Oui, on revient, puisqu'il ne nous a pas encore parlé de la CNPS. On n'a parlé que d'assurance. D'accord, merci monsieur le directeur. Ce n'est pas un procès en tout cas, merci d'être venu. Vous ne partez pas parce que je voudrais vous inviter à regarder un reportage, un cas social. C'est quelqu'un qui a marqué les esprits. Vous allez d'ailleurs le découvrir dans ce reportage-là. Il s'appelle Mngalajos. C'est un artiste de renom qui a fait le tour du Cameroun et même du pays, j'allais dire hors du pays. Il a ébloui les mélomènes de par sa façon de jouer à la guitare. Aujourd'hui, il est handicapé parce qu'il a un problème des yeux, il ne voit plus carrément. Et il y a quand même une possibilité, dans le cas où on parvient à l'aider, à sortir de cette situation. Donc, je vous invite à regarder le reportage. Et sûrement, ça va susciter en vous quelques réactions de solidarité, quelques élans de solidarité pour l'amener à retrouver le goût de la vie, comme qui dirait. Donc, juste après, nous allons revenir sur le sujet. La Coupe d'Afrique des Nations
vient à peine de livrer son verdict, faisant des lions indomptables de football, les champions d'Afrique. L'Afrique, symbole de cette guitare. Une guitare qui porte tout un continent, une guitare riche d'histoire. Moi qui ai eu l'idée de fabriquer une guitare de marque Afrique, parce que je suis d'abord à l'école, j'ai été un très bon dessinateur, donc j'admirais les dessins de l'Afrique depuis l'école. Et je me suis donc inspiré que une guitare, il faut que cette guitare-là, je la fabrique, où l'Afrique a une manche de la guitare. Nous sommes au quartier Niala, planté au cœur du 3e arrondissement, dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Ce quartier accueille depuis des années un lion indomptable. Un vieux lion indomptable de la musique, son nom, Mengala Jos. Ça y est. Eh bien, nous sommes déjà à l'antenne et avec ce cas social Mengala Jos. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. D'accord. Avant de poursuivre tout à l'heure, je voudrais faire un dernier tour de table en 30 secondes. Vous avez écouté et regardé également cet artiste qui vous rappelle quand même des bonnes choses. Il s'agit d'un vestige du Bikoussi dans sa version originale qui a fait le tour du monde. Malheureusement, aujourd'hui, il se trouve dans une situation assez délicate. Je pense que le regard social n'a pas fait le choix d'interpeller les âmes de bonne volonté pour que ce brave compatriote qui a fait la fierté du Cameroun puisse être assisté et qu'enfin il puisse retrouver la vie, parce que j'ai la ferme conviction qu'à son âge, il s'agirait, sans toutefois me tromper, d'une cataracte qui est liée au vieillissement. Parce que ne le voyez pas tout jeune, je l'ai vu étant tout petit et j'imagine qu'il doit être dans la soixantaine. Et c'est l'âge vraiment indiqué où on attrape les maladies de la vue. Et avec l'évolution de la science, je pense qu'on peut le sauver.
C'est pourquoi les âmes de bonne volonté volaient à ce secours de ce jeune Camerounais qui a encore beaucoup de talent dans ses bras, encore utile pour la société camerounaise. Je rappelle que vous êtes maître Tchegue Louis Bernard, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et consultant de Regard Social. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci Flavien et merci très particulièrement à mon père, l'homme Bernard, qui me regarde depuis Fujimoko. Voilà, merci. Madame Tchegue, vous avez également vous avez un mot à dire sur cet artiste? Vous l'avez connu? Oui. Voilà. Je crois que c'est les têtes brûlées. Voilà, c'est un élément de Un élément. Oui, des têtes brûlées. Il faut... Moi, je crois que d'un élan de cœur, tous les Camerounais qui ont bien joui de sa musique puissent l'aider, quoi. Voilà. Je rappelle que vous êtes Madame Dudjé, Annie Viviane, Ouais. vous êtes assureur Ouais. et directrice directrice générale d'une société de courtage Ouais. de la place. Oui. Merci d'avoir également répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Docteur Ngadifna, merci également. Vous avez un mot à dire à l'endroit de ce brave Camerounais? Et davantage de l'admiration pour la qualité du son qu'il distille et peut-être un appel à la philanthropie ou à la magnanimité des bonnes âmes qui peuvent voler au secours et relativement aux missions régaliennes du ministère de la Culture qui peut sauver ce talent qui se meurt à petit feu ou j'allais dire à petite vue. Maintenant pour l'ensemble du débat, je dois pouvoir me féliciter de l'approche contradictoire qui a rattrapé le débat. Je ne vous apprends rien en journalisme, ça nous rétablit au moins dans l'équilibre des charges. Donc cette contradiction qui a été apportée au débat, je la salue. Et j'appelle toujours à une solidarité tout accrue pour que ces dames qui n'ont rien fait pour être dans cette situation retrouvent un peu du sourire. Et là, je rentre dans le slogan de votre émission, on n'a pas du plaisir à être heureux tout seul. Donc je vous remercie de m'avoir associé au débat. Vivement que la charité, la magnanimité, la philanthropie soient le fil conducteur de nos cœurs. Vous faites partie désormais des consultants de ce précieux programme Regard Social. Merci d'être venu à ce grand rendez-vous. Alors, pour clôturer, nous recevons donc Irène Tembe qui est déjà avec nous sur ce plateau. Quelle est la situation de Mengala Jos? Les différentes contributions sont les suivantes. Famille Semosango, 3 000 francs. Samuel, 2 000 francs. Fogue Eric, 5 000 francs. Yumbo Blessing, 5 000 francs. Mama Jeannette, 2 500. Nouatuo, 950. Mengue, 4 850. Inawa, 450. Madame Edjanga et son mari, 10 850. Sambeya, 4 850. Amical du personnel SLZ de Douala, 100 000 francs. Fosso Fotsin, 200 000 francs. Dehele Pierre, 2 500. Monsieur Piment, 5 000 francs. Ce qui nous donne un total de 339 000 francs CFA. Alors, les âmes de bonne volonté peuvent davantage ou oui, voler au secours de ce dernier? Combien d'autres cas également évoqués par Regard Social? Oui, et le cas le plus urgent actuellement, c'est le cas de Mengala Njol. Et nous demandons aux âmes bienfaitrices de passer par le canal du 690 50 50 94 et vous serez servis. Merci à vous donc Irène Tembe, merci également à toute l'équipe, merci à ce grand public qui est venu encourager comme d'habitude. Merci à Séverin Tchumban, Carlos Minoué, Eric Ouattad, et bien entendu Mitterrand Dam qui sont là du côté technique pour accompagner également ce programme et chapeauté par le chef opérateur Samuel Tchoufa. Je suis Flavien Dongo. Merci. Bonsoir.